Mon frère, il a toujours dit, tu vois, le vrai statut de millionnaire pour lui, c'est d'avoir aidé 1 million de personnes, minimum. Le gaming, pour ceux qui regardent dans la Web 2, est plus puissant au niveau de tout ce qui est génération de revenus que le monde de la musique et le monde du cinéma réunis. Tu créerais la monnaie, genre le dollar du jeu vidéo, et quand tu gagnes dans un jeu, tu peux le dépenser dans un autre jeu. Et il faut faire une alliance entre tous les jeux pour que le wallet soit commun. Exactement. Comment on dit que quelque chose est bon en japonais? Oishi. 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 Oishi pizza. Alors, dans l'épisode d'avant, on a beaucoup parlé de nourriture, etc. On a un nouvel invité, Alex, qui m'a amené une pizza. Alors, je sais que ça peut paraître dingue, mais les meilleures pizzas du monde, c'est à Tokyo. C'est incroyable. C'est incroyable, non? Même les pains au chocolat, même les croissants, t'as vu ici? Ouais. On parle beaucoup de nourriture. Franchement, avec Kevin, on a parlé 1 heure de bouffe. Alex, présente-toi pour nos invités. Bonjour tout le monde, je suis Alexandre Fazel. Je suis le Chief Partnership Officer chez Swissborg. Et puis, on s'est rencontrés d'ici à 9 mois de ça à peu près. À Dubaï. Et puis là, avec beaucoup de chance, on se retrouve à Tokyo, en plein centre de Tokyo où j'ai vécu 11 ans. J'ai passé 11 ans de ma vie, donc un tiers de mon âme. Et encore ici, donc ça fait super plaisir, quoi. Toi aussi, mariée une japonaise? Ouais, mariée avec une japonaise et une fille. Toi, une fille. Ouais. Donc, tu as une fille franco-japonaise. Franco-japonaise, suisse et un peu d'iranien. Toi, tu es franco-suisse. C'est ça. En fait, ma mère est suisse et mon père iranien. Né aux États-Unis. Né aux États-Unis. Attends. T'as tous les passeports ou pas? J'ai le passeport américain. J'avais le passeport iranien quand j'étais petit. Là, c'est pas très serviable. Oui, ça sert pas à grand-chose, quoi. Ouais, ça, on va pas le dire. Le passeport français, et puis j'ai pas encore la nationalité suisse, mais Cyrus, mon frère, donc le CEO de Swissborg, il a réussi à l'avoir. Incroyable. Tu sais que pour un Libanais, chez les Libanais, il y a une passion, c'est cumuler les passeports. Moi, mes oncles et tout. Et d'ailleurs, moi, la plus grosse bêtise que j'ai faite, c'est à mes 18 ans, j'aurais pu avoir le passeport canadien. Et j'étais con à 18 ans, j'étais un peu en rébellion avec ma famille à l'époque. Vous me faites chier avec vos passeports et tout. Et tout le monde, mes oncles, tout le monde m'a dit, prends le passeport canadien, t'as 1 an pour le prendre, prends-le et tout. Il fallait remplir un dossier, j'ai eu la flemme, j'ai pas fait. Et depuis mes 19 ans et un jour, je le regrette. C'est une telle liberté d'avoir plein de passeports. Ça te permet de changer de pays, de changer de truc, de machin. C'est clair, c'est incroyable. Le passeport suisse, il est incroyable. Ouais. Le passeport japonais, je crois que c'est le le meilleur passeport. Deuxième au monde. Tu sais, c'est quel le nouveau premier? C'est lequel? Depuis l'année dernière, les Émirats. Mais non! Ouais. Ça a devancé les Japonais. Ouais, ça a devancé les Japonais. Incroyable. Et ils sont partis de la pire position du monde il y a 20 ans. Ben ouais, c'est clair. Et l'année dernière, ils ont signé 22 nouveaux accords de libre circulation qui les a fait rentrer numéro 1. Incroyable. Et ils veulent, le roi des Émirats a dit que d'ici 2030, ils voulaient avoir le passeport le plus universel du monde. Ils sont dans une négo incroyable avec les États-Unis pour que les Émiratis n'aient plus besoin d'aller... Donc là, les Émiratis n'ont pas besoin de visa pour les US pour les vacances, mais ils veulent que le passeport émirati te donne le droit de vivre aux US sans visa. Mais non. Et ils ont dit, dites-nous combien ça coûte, on paiera. Incroyable. Ils sont très 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 chauds là-dessus. Moi déjà j'enviais les Japonais, mes amis japonaises, parce que dès qu'ils voyageaient, ils n'avaient jamais besoin de visa, comme tu dis, tout était pratique, tu pouvais aller n'importe où, quoi. Les Français, on est pas mal, 8e ou 9e. Ouais, 8e, 9e, c'est pas mal. Et Suisse, il est très bien aussi. Ouais. 6e ou 5e, ouais. Incroyable. Alors, comment t'as atterri au Japon au début? C'est une histoire assez drôle, en fait. J'étais arrivé en journée d'orientation. J'ai fait un programme d'échange dans une école, dans une université américaine. Et puis, ils avaient un accord avec Waseda, qui est une des grandes universités du Japon. Et super drôle. J'arrive le jour de l'orientation. Et puis, en gros, imagine-toi, tu arrives là-bas, tu es un nouvel étudiant, tu as un peu la pression, tu connais personne, pas d'amis, etc. Et c'était tellement stéréotypique, Oussama. Genre, il y avait une table, il y avait les Allemands, il y avait les Français. Les Allemands, ils étaient bien assis, assez robustes. Les Français, ils étaient là, ils s'en foutaient complètement avec leur petit polo de beau gosse. Et puis, d'un coup, sur ma gauche, j'ai vu une table japonaise, en fait, d'étudiants japonais. Et puis, ils étaient, mais radio silence. Ils disaient rien. Les Italiens, ils étaient bavards. Les Brésiliens aussi, les Mexicains, ils étaient bavards. Mais j'entendais rien, quoi. Et ils étaient bien assis, le dos bien droit, main sur les cuisses, Ouais. et à regarder en bas. Et vraiment, il n'y avait aucun son.
Et pour moi, c'était tellement mystérieux et j'étais tellement curieux que je me suis dit, tu sais quoi, au lieu de rester avec des Français, j'ai vécu 13 ans en France, ça me dit rien. Je préfère aller me squatter avec les Japonais, donc je vais aller les voir, quoi. Et je suis allé les voir et j'ai demandé si je pouvais m'asseoir à côté d'eux. Ils m'ont dit oui, sans me regarder, aucun contact au niveau du regard. Et je me suis assis et franchement, j'ai été... tu sais, on a une tendance à vouloir devenir amis avec les gens qui sont comme nous ou comme les personnes qu'on aimerait devenir comme eux. Enfin, si tu as compris un peu le truc. Ouais. Mais moi, c'était le contraire, en fait. Je me suis dit, ils sont l'opposé de moi. Ils avaient l'air d'être très détaillés, très attentionnés, très droits, très introvertis. Alors que moi, j'étais très extroverti. Donc, je me suis dit, c'est tellement mystérieux, il faut que je me fasse pote avec eux. Et c'est là où tout a démarré, en fait. Incroyable. Ouais. Incroyable. Et donc, c'était dans quelle université, ça? Ça, c'était à Cal State, à Fullerton, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était aux US. Orange County, ouais, Californie. Orange County. Ouais. C'est à côté d'Irvine, ça? C'est ça, c'est exactement ça. C'est que j'ai eu un bureau à Irvine. Mais non, c'est un des meilleurs endroits des États-Unis, Irvine. Tu vois l'université d'Irvine? Bien sûr, UCI. UCI, bien sûr. Mon bureau était sur le parking, juste en face du In-N-Out. Mais non. Et franchement, j'ai pris beaucoup de kilos au In-N-Out. Oh, In-N-Out, c'est tellement bon. Animal style. C'est tellement bon. Ah ouais, les burgers. Mais d'ailleurs, il y avait une tendance de folie, quoi. Tous les Japonais, enfin toutes les personnes, même aux États-Unis, les gens, ils partaient en Californie juste pour manger le burger In-N-Out, quoi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne de burgers assez grosse qui n'existe qu'en Californie. La famille n'a jamais voulu ouvrir ailleurs que la Californie. C'est leur règle pour garder de la qualité. Et ils ont un menu secret que quand tu donnes certains mots au guichet, ils te donnent des burgers qui ne sont pas à la carte. Évidemment, tout le monde connaît le mot secret, notamment Animal Style. Et c'est vrai que c'est le genre de coup de storytelling à créer des légendes, en fait. Et pour moi, c'est le meilleur burger que j'ai jamais eu. Ouais. Ah, magnifique. Et les frites aussi, franchement. Tout était avec leur milkshake et tout. Pommes de terre fraîches comme ça. Ouais. D'accord. Dangereux. Et donc, tu as appris le japonais à quel moment? Je suis arrivé Parce que ton japonais a l'air bon. Tu as parlé avec le crew, là Ouais, ça va, je me débrouille bien. Ouais, je me débrouille bien. Écoute, moi, je suis arrivé ici. Il y a un truc qui est très sympa sur les francophones, pour ceux qui nous regardent. Les francophones ici, au Japon, ils ont tendance à vouloir apprendre la langue, vraiment comprendre la culture. Alors que les Américains, c'est un peu... Les Américains n'apprennent pas d'autres langues. Ils n'apprennent pas d'autres langues. Tout le monde parle anglais. Voilà, exactement. Les Anglais, c'est pareil. Les Australiens, ils s'en foutent. Mais les Français, franchement, les Suisses, etc., les Belges, ils font vraiment l'effort. Et je me suis dit, tant qu'à faire, si je suis ici, pourquoi pas apprendre? Parce que tu te rappelles, au début, quand je m'étais assis à la table des Japonais, je voulais vraiment apprendre, quoi. Parce que je me suis dit que si j'arrive, au lieu d'étudier, au lieu de lire une centaine de livres, etc., pourquoi pas me mettre en plein milieu d'une culture qui va m'apprendre sur la vie de tous les jours. Donc, tant qu'à faire, apprendre la langue pour accélérer un peu ma vie ici, en fait. Ok. Et t'as mis combien de temps à apprendre le japonais? C'est dur, hein. C'est dur. Au début, 1 an à l'école. Ensuite, je me suis fait des amis à travers la breakdance. Ensuite, ça a été les petites amies. Et donc, ça a pris 5 ans, je pense, pour pouvoir me balader sans être stressé, quoi. Sans être stressé, ouais. 5 ans, ça va. 5 ans, ça va. Ouais. Moi, c'est le temps que j'ai mis à apprendre l'anglais. Hein. Ouais. Mais j'étais pas bon. D'accord. Et t'as tout de suite travaillé au Japon, ou l'aventure Swissborg, elle commence en quelle année? Et quelle année t'es arrivé au Japon? Ouais, c'est une bonne question. En fait, moi, je suis... comme toute personne, tu commences par donner des cours de français ou d'anglais parce qu'à l'époque, surtout, il y avait tellement de demandes, mais il n'y avait pas assez de supply. Donc, en fait, tout le monde se mettait dans ce milieu-là. Et ensuite, éventuellement, je me suis mis dans tout ce qui est coaching pour les startups. J'ai essayé ma propre startup qui a échoué. Il y a des startups au Japon? Ouais, c'était l'époque où il y avait Google Startup, tu te rappelles? C'était la tendance Silicon Valley, Startup 500 startups. Même eux, ils ont eu ça. TechCrunch. Ouais, ils ont eu... Ah ouais, mais c'était incroyable. C'est vrai qu'il y a eu 500 Startup Tokyo, j'avais oublié ça. Ouais, il y avait 500 Startup Tokyo. Dave McClure était venu à Tokyo. Ouais, carrément. J'avais rencontré. Tu connais Dave? Je le connais pas personnellement, mais on s'était dit bonjour à l'époque. Très bon copain. J'avais fait un peu de travail pour 500 startups à l'époque. Donc ouais, ici c'était aussi chaud, peut-être pas aussi chaud qu'à Silicon Valley, mais c'était quand même chaud. Il y avait un meet-up organisé tous les 2-3 jours, quoi. Et donc tu avais aidé à ce moment-là des entreprises? J'avais aidé en fait parce que j'avais échoué 2 fois et je me suis dit ok, comment partager des expériences qui ont fait en sorte que j'échoue.
Je ne connaissais pas encore le succès à l'époque, mais je voulais faire en sorte que les gens puissent éviter en fait tous les problèmes. C'est les meilleurs coachs sont plutôt des gens qui ont échoué que des gens qui ont réussi. Hein. Et puis en plus de ça, Oussama, il y a tellement de principes ici au Japon, des philosophies, des concepts culturels qui sont tellement incroyables. Bon, il faut comprendre déjà le japonais, c'était la deuxième puissance économique quand moi j'étais jeune, et troisième puissance économique à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est quand même un pays où on peut apprendre pas mal de choses. Mais comme toi tu sais très bien, Steve Jobs, il a été énormément inspiré, influencé à fond par le zen bouddhisme. Et d'ailleurs, la manière de se démarquer de Sony à l'époque, c'était la simplicité, c'était l'élégance. Ça vient du Japon. Il avait fait des stages sur le zen bouddhisme et tout ça. Steve Jobs, il a été très 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 loin au Japon. Il a été très loin. Hein. Notamment avec Johnny Ive, quand ils ont fait le MacBook Pro, ils se sont offerts 60 jours. Imagine, t'es PDG d'Apple. À l'époque, l'iPhone est déjà sorti. C'est une boîte qui doit faire déjà des dizaines de milliards de bénéfices. Et ils se sont offerts 60 jours chez un maître de katakana pour apprendre à travailler le métal. Et ils travaillaient le métal tous les jours comme lui pour apprendre la beauté de la matière. Pour s'imprégner de cette handcraft qu'a donné... tu vois, ces coques en aluminium et tout, c'est inspiré par l'art du katakana. Mais non, si. Incroyable. La calligraphie japonaise a inspiré les polices, parce qu'il a fait un cours de calligraphie japonaise quand il était à l'université. Et il a une tradition avec ses enfants, c'est que pour leur, je ne sais plus quelle année, il leur offre un voyage de 2 semaines au Japon juste avec lui. Il était végétarien, et le seul endroit au monde où il mangeait de la viande et du poisson, c'était le Japon. Ici, mais non. Parce que pour lui, c'était le seul endroit où les animaux étaient tués avec respect. Incroyable, ouais. Incroyable. Ouais, mais le côté minimaliste comme ça, il y a tellement de choses à apprendre, je pense, du Japon. Moi, il y a un truc que je surkiffe, Oussama, tu sais très bien, c'est le concept de Ikigai. Ah ouais, ça. Et le Ikigai, pour moi, c'est un truc que toutes les écoles devraient nous apprendre. Vas-y, explique-nous le Ikigai. On est à Tokyo. Ouais, c'est le nom que j'ai donné au mastermind que j'ai créé. Ah, trop bien! The Ikigai Society. Ah, trop bien. Ben, c'est le meilleur nom. Explique-nous. C'est le meilleur nom. Ben, moi, le côté minimaliste, le côté zen bouddhisme, je trouve ça extraordinaire. Le côté Kanban, qui a fait le Lean Manufacturing de Toyota, qui s'est transmis au Lean Startup, etc. Ça vient aussi du Japon, donc il y a quand même beaucoup de concepts. Mais moi, le Ikigai, franchement, c'est ce que j'ai tellement aimé de tout ça, c'est que souvent, Ikigai, d'ailleurs, ça veut dire... le raison d'être, en fait. Et en fait, ce qui est raison d'être, mais Iki, ça veut dire vivre. Donc, est-ce que c'est une raison d'être? Raison de vivre. Raison de vivre. Voilà, c'est plutôt raison de vivre. Et donc, moi, ce que j'avais vraiment aimé, c'est que souvent, on a tendance à être perdu dans la vie, à pas comprendre pourquoi je suis sur la Terre, je suis censé faire quoi. Je sors de l'université, bon allez, je vais aller postuler chez une boîte assez connue parce que mes parents me l'ont dit ou parce que c'est comme ça que les gens font. Mais on n'a vraiment jamais appris à l'école à comment refléter sur soi-même et vraiment aller profondément et comprendre qu'est-ce que je suis censé faire. Quelle est la raison pour laquelle je suis ici sur cette terre. Et les Japonais, en fait, ils ont pris 4 quadrants où ils ont dit il faut combiner en fait ce qu'on aime, ce dont on est compétent, ce dont on peut faire l'argent, on peut monétiser, et ce qui peut aider notre société. Et la combinaison des 4. La combinaison des 4, exactement. C'est la raison de vivre. C'est la raison de vivre. Et ce qui est vachement cool dans tout ça, c'est que si on prend par exemple que les quadrants du haut, et on se dit ce que j'aime faire et ce dont je suis bon, je suis compétent, ben ça c'est seulement une passion. Si c'est ce que je suis bon à faire, mais je peux le monétiser, ça c'est une profession, c'est un métier. Si c'est quelque chose dont j'aime, mais qui aide notre société, c'est une mission. Donc en fait, vraiment, quand on prend les 4 quadrants, il faut que tout soit combiné. Et ça, en fait, à travers ce que j'aime, ce que je peux faire de manière compétente, ce que je peux monétiser, ce que je peux aider le monde, ces 4 coins-là vont créer la combinaison de notre passion, profession, mission, et le 4e, on vient de le dire, c'était... vocation. Vocation, voilà. Et ça, c'est le Ikigai ici au Japon. Comment concrètement tu trouves ton Ikigai? Parce que c'est sympa de se dire ça, mais comment en tant que jeune personne qui écoute ce podcast, si tu te dis je veux combiner ces 4 choses, comment tu fais? Moi, ça m'a pris des années. Moi, je pense que je suis dans mon Ikigai. Si tu regardes ce que je fais,
J'ai les 4. Et ça m'a mis 13 ans pour atteindre l'ikigai. J'ai commencé parce que... Alors, moi, j'ai commencé parce que gagner ma vie, c'était mon obsession. J'avais pas d'argent. Donc, et puis un jour, moi, l'argent m'a démotivé très vite, malheureusement. Je dis malheureusement parce que j'envie vachement les gens qui ont la passion de l'argent. Et moi, mon problème, c'est que dès que j'ai un peu d'argent et que je peux le dépenser, ben, j'ai pas le sentiment, j'ai pas de sentiment d'insécurité où je me dis, il faut que j'accumule. Je me dis, bon, il y en aura toujours, tu vois. Pour moi, l'argent, c'est une rivière d'abondance. Il suffit de se servir un peu, tu vois. Et après, je me suis dit, bon, il y en a marre. Il faut que j'allie l'argent avec la passion. Et après, j'ai compris qu'il y avait des choses où j'étais meilleur que d'autres. Et au début, je me suis un peu perdu parce que je voulais être bon à ce que les gens voulaient dans mon entourage que je sois bon à. Et pas là où j'étais vraiment bon, mais plus en me disant, ah mon Dieu, la société veut ça. Donc ça m'a pris quand même... Mais les années les plus dures, moi, c'était 18-25 ans. 18-25, ouais. C'était trop dur. Ouais, c'est dur. C'était vraiment... En plus, moi, de l'âge de 12 à 18 ans, j'avais vachement bien gagné ma vie, mais sans passion. Moi, j'avais gagné ma vie en m'emmerdant. Ouais. Parce que je faisais des sites internet, mais l'argent pleuvait. Tu sais, je cliquais, il y avait de l'argent qui tombait. Je disais, mais j'ai pas envie de cliquer, je m'emmerde. Et après, j'ai fait une plateforme d'antiquité en ligne, mais j'avais aucune passion de l'antiquité. Je prenais en photo des meubles, j'y vendais 4 fois le prix. À la rigueur, j'avais un peu la passion du commerce, parce que j'étais libanais, tu vois. Mais il y avait pas, je me levais pas le matin en me disant, ah, je serai le meilleur antiquaire du monde. Et au Japon, ils ont ce truc. Tous les mangas, là, comment ça s'appelle comment ça s'appelle l'histoire d'un manga traditionnel? C'est Shugen. Le Shugen. Ah ouais. C'est l'idée qu'il y a un personnage qui va devenir le meilleur au monde, le roi des pirates, Sangoku, le guerrier le plus puissant de l'univers. Et ils ont cette passion incroyable au Japon. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est la culture manga qui m'a rattrapé. Je me suis dit, je veux être Sangoku en fait. Je veux pas être Vegeta. Je pense qu'avoir un modèle comme ça, c'est le top. Il y a beaucoup de gens qui sont inspirés d'une certaine personne qui avait navigué. Mais je pense que tu as mentionné un mot qui est critique et c'est celui de l'entourage. Tout ce qui est réflexion personnelle, bien évidemment, idéalement, on prend le Ikigai, on l'imprime même à travers son imprimante et on va faire une petite liste en fait, des choses qu'on aime faire naturellement, etc. Mais donc il y a beaucoup de réflexion, il y a de l'expérience aussi. Moi, ça ne m'est pas arrivé jusqu'à l'âge de 35 ans, je connaissais pas mon Ikigai. Et ça m'est un peu tombé sur les cuisses, quoi. C'est grâce à mon frère et Swissborg, je me suis rendu compte, oh là là, mais tout est aligné en fait, vraiment. Tu dis un truc intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai souvent trouvé l'Ikigai des autres. J'ai souvent eu l'instinct de gens dans mon entourage en disant, écoute, je te donne un conseil, fais ça. Et tu vas voir, tu vas être tellement plus aligné. Et c'est vrai que je peux diviser en deux entre les gens qui m'ont écouté et les gens qui m'ont pas écouté. Parce que même les gens qui m'ont écouté où j'ai eu tort, par exemple, je leur ai dit c'est ça, mais en fait, je me suis trompé, ils ont ensuite trouvé le chemin par l'erreur. Mais c'est vrai faire confiance à quelqu'un à un moment pour juste passer une étape. Alors que ceux qui m'ont pas écouté, ils ont jamais trouvé leur voie. Ouais. Parce qu'en fait, ils m'ont pas écouté, mais ils ont écouté personne. Et donc, en fait, ils ont jamais testé, ils ont un peu... C'est vrai que prendre des risques et tester des choses. Toi, ton frère... alors moi, j'ai une grande admiration pour ton frère. Vous avez été comme ça dès la première seconde. Vraiment, je trouve que c'est... D'ailleurs, on va faire un petit aparté. Explique Swissborg, petit moment pub, sans aucune... Vraiment décomplexé. Pourquoi les gens devraient utiliser Swissborg? Qu'est-ce que fait Swissborg? Pourquoi vous êtes les meilleurs? Swissborg est une plateforme de gestion de patrimoine et l'objectif, ce qui est très drôle, c'est qu'on a eu une mission, on a une vision, etc. depuis très longtemps, mais c'est seulement au bout de 5 ans, on s'est finalement retrouvé sur une mission, une vision que tout le monde comprend et arrive à retenir. Parce qu'à l'époque, c'était démocratiser la finance, le monde de la finance. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait démocratiser? C'est assez complexe quand même, il y a beaucoup de perspectives, etc. Mais maintenant, en fait, on s'est dit que faisons ça simple. Swissborg est une entreprise, un écosystème, une communauté qui va aider sur tout ce qui est planning et éducation financière et donner des outils pour créer une indépendance financière. Et à travers cette indépendance financière, l'objectif est bien évidemment de devenir financially free, d'avoir une liberté financière.
Donc tout ce qui est sur planning, éducation, ensuite indépendance et liberté, c'est un peu le concept maintenant qu'on se dit. Si on arrive à créer une boîte, pas seulement un exchange qui va lister tous les tokens du monde pour créer du profit, mais vraiment pour avoir une approche plus personnalisée et vraiment pour aider les gens. D'ailleurs, vous avez des produits assez spécifiques. Vous avez donc un produit d'exchange comme Binance ou Coinbase où je peux venir acheter des Ethers, des USDT, whatever, ce que j'ai besoin. Ouais. Mais vous avez un produit Earn qui est un yield, c'est-à-dire que tu places une crypto et cette crypto va produire des intérêts. Tu peux nous expliquer un peu ça? Oui, bien sûr. Mais tout ce qui est Earn, en fait, c'est des rendements qui viennent à travers la DeFi, donc qui sont traçables et vérifiables en temps réel. Donc, tout est transparence, elle est incroyable. On sait où sont les actifs. Il n'y aura jamais de soucis comme on a avec Celsius ou toutes les boîtes qui ont été dans l'ombre, en fait. Et ensuite, récemment, comme tu sais bien, on a lancé des ETF. On a une ETF Web3. Donc, le concept des ETF ou des index ou des indices, c'est vraiment de se dire, OK, je crois dans la blockchain, j'ai une croyance. Par contre, je ne sais pas quel layer 1, 2, 3 choisir, etc. Et c'est Swissborg qui va en fait créer ce portfolio et optimiser ça comme un S&P 500. Donc, on a besoin de rien faire en fait. Donc, c'est une façon de s'exposer de façon passive à des crypto-monnaies sans avoir besoin de rebalancer ton portefeuille quand il y en a une qui change de valeur, en ayant vous des insiders que le marché n'a pas. D'ailleurs, un truc que j'ai... Moi, j'ai été un profane et un expert des cryptos en très peu de temps. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est que j'avais oublié à quel point les marchés financiers étaient manipulables. Et en fait, quand tu lis des livres sur les années 20 dans la bourse, c'est jusqu'à la crise de 29, parce que la crise de 29 a été un grand changement de comment la bourse opérait. Tous les mecs, là, les JP Morgan, Morgan Stanley des années 20, ils faisaient des trucs invraisemblables, hein, les corners, les machins. Et dans le monde de la finance traditionnelle, c'est devenu quasi impossible. Tu veux faire bouger le dollar de 3%, vas-y, réveille-toi. Quoi. Ouais, c'est clair. Je veux dire, t'es le gouvernement de Grande-Bretagne, tu peux pas le faire. Quoi. Donc, par contre, tu veux faire bouger le prix. Tu vois, par exemple, il y a un concept très peu connu, le in-depth, qui est combien il faut mettre d'argent pour faire bouger un coin de quelques pourcents. Et en fait, ça, dans les cryptos, ça reste très bas. Et donc, quand tu es un profane et que tu veux t'exposer aux cryptos, c'est toujours moins bien que si tu as une institution qui, elle, a de l'info, du market making, la capacité d'absorber les chocs. C'est vrai que les cryptos restent un monde encore très sauvage. Hein. Très sauvage, ouais. Et c'est pour ça, justement, comme tu disais, justement, par rapport aux devises du monde. Moi, récemment, je me suis intéressé à Ray Dalio, donc je lis tous ses livres. Je trouve que c'est un gars extraordinaire. Possiblement, pour moi, l'entrepreneur le plus impressionnant de l'histoire des États-Unis. Principles. Ouais, Principles, incroyable. Et sa vision du New World Order, tout ça. Même politique, il comprend tout, en fait, géopolitique, économie, finance, il comprend tous les angles. Mais il y a un truc qui est super intéressant, c'est que avant d'avoir le dollar comme la devise mondiale, on avait le livre sterling, comme tu sais très bien. Et avant ça, c'était les Hollandais avec... Et ce cycle-là a tendance à avoir 2 siècles, à peu près, entre 2 siècles et 250 ans. Et puis maintenant, avec Swissborg, comme tu disais justement maintenant, il y a le plus gros problème qu'on a à l'heure d'aujourd'hui au niveau de l'économie, c'est l'inflation. C'est que nous n'avons pas vraiment une devise qu'on peut placer sur le long terme sans perdre sa valeur. On sait très bien, si on regarde, je ne sais pas si tu as déjà vu, il y a un schéma qui montre en fait l'or contre l'euro, contre le yen japonais, contre le dollar américain, contre le franc suisse. Et toutes les devises ont perdu minimum 90% de leur valeur en à peu près 1 siècle et 2 décennies. Donc maintenant, en fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'on s'est dit, OK, la crypto, comme tu dis, c'est sauvage. Les gens peuvent manipuler ça assez facilement. D'ailleurs, les meme coins, c'est 100% manipulé par des market makers. Tout a été manipulé. PP-Coin, les gars, c'est pas un vrai truc. Ouais, c'est clair. C'est du génie au niveau du marketing, c'est du génie au niveau du market making. Mais au niveau des devises, on se dit que, OK, maintenant, prenons un truc plus simple. Créons un ETF qui va se rebalancer entre l'or et le Bitcoin. L'or, on sait bien que plus d'1 siècle de data dans la finance, c'est beaucoup de data.
plus de 100 ans. On parle de 120 ans de data. On se dit que c'est la meilleure devise à placer sur le long terme sans perdre sa valeur. Après, le Bitcoin, dans ces dernières décennies ou dernières 13 ans, a été l'actif avec la meilleure performance qui existe aussi dans le marché financier. Donc, si on arrive à créer un produit, imagine un peu, Oussama, que pendant justement ces chutes, pendant cette inflation, pendant cette période d'économie incertaine et très désordonnée, on se place sur l'or et ensuite l'algorithme va directement repartir sur du Bitcoin quand le marché repart de manière haussière. Donc c'est un peu ça en fait. On s'est dit que même un ETF Web3 c'est cool, mais c'est un peu trop DGen encore pour certains. Alors que l'or, peut-être que ça leur parle un peu plus. Maintenant le Bitcoin peut-être un peu plus. Donc on s'est dit que c'est peut-être le produit idéal. Et donc là, vous voulez sortir, vous avez ou vous allez? On va, ouais, dans les 30 jours qui arrivent. Ouais. Un ETF Bitcoin or. Or. Il sort dans les 3 jours là? Dans 30 jours. Dans 30 jours. Ouais. Je pense que cette vidéo va sortir dans 15 jours. Donc, bon timing. Très très bon timing. Ça, c'est incroyable. En plus, l'or, le Bitcoin, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme l'or digital. C'est ça. D'ailleurs, un des trucs qui m'avait étonné, moi, c'est que Satoshi n'a jamais essayé de faire une monnaie. Quand j'ai commencé les cryptos, j'ai lu toutes les lettres de Satoshi. Dans tous les messages qu'il a postés sur tous les boards. Il y a un livre que tu peux acheter sur Amazon qui s'appelle Satoshi Letter. Et il y a un mec qui s'est fait chier à compiler en ordre chronologique tout. Donc tu lis de la première à la dernière page, tu as lu tout Satoshi. Et ce qui m'avait choqué en finissant le livre, c'est que Satoshi n'a jamais voulu faire une monnaie. Il a voulu faire une protection anti-inflationniste qui ressemble à l'or. Son inspiration, c'est l'or. C'est l'or, ouais. C'est pas du tout... C'est vrai que le mot Bitcoin est un peu raté parce que lui, il pensait pas coin au sens monnaie. Il pensait coin au sens gold coin. Gold coin. Là, c'est un petit raté de marketing. C'est un petit raté de marketing. Mais parce qu'en fait, tu sais que le fait que les gens voient Bitcoin comme le fait que jamais Bitcoin sera une monnaie parce que ça peut pas scaler les transactions, machin, ils voient ça comme un défaut alors que c'est une feature. Ouais, c'est une feature. C'est une feature anti-circulation et déflationniste en fait. Ouais. C'est pas, il a pas voulu remplacer l'USD. C'est clair, c'est trop... Il a voulu hedger l'USD, ce qui est très différent. Il faut que l'USD existe pour que... Parce que si le Bitcoin n'est pas pricé en USD, mais que le Bitcoin est pricé en Bitcoin, le Bitcoin n'a plus aucun intérêt. Parce qu'il est inutilisable. Oui. Ouais, le clair. Bitcoin te protège parce qu'il passe de 20 000 à 1 million de dollars. Sinon, si le Bitcoin, ça vaut juste un Bitcoin, et que c'est ce que tu vas utiliser pour aller payer ta boulangerie, bah dans ce cas-là, tu fais quoi? C'est une monnaie qui a un ledger de toutes les transactions à l'infini. J'avais fait le calcul une fois dans genre une ville comme Paris. Le ledger, imagine que 100% des paiements à Paris dans la journée étaient utilisés en Bitcoin, bah, je crois qu'au bout d'une journée, tu as des dizaines de terras de data en fait. Parce que tout serait gardé et tout. Il n'est pas con, Satoshi. Il n'a pas designé ça en ayant ça en tête comme use case. Ouais, c'est clair, ça a beaucoup de sens. Mais c'est vrai que les Bitcoin OG, ils veulent mesurer ça en Satoshi. Ils disent, ouais, on n'a pas besoin de mesurer ça en dollars. Ils ont tort. Ils ont tort, ouais. Après, le fait que Lightning Network... Moi, je suis un très, très, très grand fan du Lightning Network. Et je crois... Alors, comme ça, je vais énerver tout le monde. Moi, je pense qu'il y a une seule crypto réussie, c'est Bitcoin. C'est Bitcoin. Et tout le reste, c'est de la merde. Et pas de la merde au sens où ça n'a pas d'utilité. Ça a des utilités. Mais pour moi, si là, tu venais me voir et que tu me prouvais que Satoshi était un extraterrestre, un voyageur temporel ou un Illuminati, je te croirais. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment un humain a pu faire un cadeau pareil à l'humanité. Pour moi, ça va contre la nature humaine, ça va contre l'égoïsme. Ce wallet-là, qui n'a jamais eu un Bitcoin de toucher, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Et le fait qu'il ait réussi à rester anonyme et disparaître alors que toutes les agences de renseignement sont sur son dos. T'imagines, t'es la CIA, combien t'as dépensé d'argent pour savoir qui est Satoshi? C'est incroyable. Obama, il a passé 8 ans à être obsédé par ça. Ouais. Obama, il a créé une division de la CIA dédiée à découvrir l'identité de Satoshi qui a abandonné officiellement. Donc soit les services de renseignement savent qui c'est, l'ont buté ou machin, peut-être, j'en sais rien, tu vois, je suis pas complotiste, m'en fous, parce que de toute façon, on ne pourra pas savoir. Soit le mec a vraiment réussi à faire ce cadeau à l'humanité. Et comme je n'arrive pas à trouver d'explication logique, je me dis, si tu viens me voir et tu me dis, en fait, c'est un voyageur temporel, il est venu du futur pour nous sauver, je dis, ah,
make sense. Parce qu'en fait, il n'y a que les explications what the fuck qui arrivent à me convaincre intellectuellement. Parce que c'est un cadeau incroyable. C'est un cadeau incroyable. Regarde comment il s'appelle Vitalik. Il n'a pas réussi à faire un cadeau comme ça avec Ether. Vitalik est la plus grande menace à la valeur d'Ether. En plus, il a des états d'âme insupportables. Tous les matins, il se lève en t'expliquant que chaque usage d'Ether n'est pas un bon usage. J'ai pas créé ça pour des photos de singes, je sais pas quoi, et nanani, et ma morale, et mon machin. En fait, c'est casse-couille, parce que quand tu penses Ether, tu dois être pour ou contre Vitalik. Il y a les fans, il y a les pas fans, il y a les gens qui l'aiment bien, les gens qui l'aiment pas. Mais c'est insupportable. Quand tu penses l'or, il y a pas... t'es pas dans la team Crésus contre la team non Crésus, tu vois. Ça n'a pas de sens. Et donc, tu as besoin, pour créer quelque chose qui te dépasse, pour créer une monnaie, pour créer machin, tu dois être forgotten, tu dois être oublié. Parce que si on savait qui est Satoshi, on serait pour ou contre lui. Exactement. Mais la personne peut être pour ou contre lui. On sait même pas qui c'est. Ouais. On sait pas s'il est gentil ou pas. On sait pas si... Donc, il a réussi ce truc hors du commun. Parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais le vrai succès d'un truc, c'est quand le fondateur est oublié. Ouais, 100%. Être oublié, c'est la marque ultime du succès le plus ultime. C'est quand ce que tu as créé est tellement évident qu'on ne sait plus qui tu es. Ouais. Et lui, il a réussi à faire ça à la création. Mais t'imagines, normalement, ça va contre la nature humaine, parce que au début, quand tu crées quelque chose, tu veux être connu. Non, c'est normal. C'est clair. C'est une pulsion naturelle de reconnaissance, de statut, de pouvoir. Bon, la première fois que j'ai codé un site internet, c'était pour impressionner mes potes. Ouais, bien sûr. Après, tu découvres d'autres choses, mais c'est pas mal que ça commence comme ça. Et lui, je sais pas, alors, il m'obsède. Je rêverais de... Tu vois, par exemple, tu me dirais, vas-y, tu coupes un doigt et on te donne l'identité de Satoshi. Je prends un couteau, là, je coupe le doigt. Mais non. Direct. À ce point-là. Ouais, à ce point-là, ouais. Vraiment. Genre, mais sans hésiter. Pour une étude psychologique, quoi, pour comprendre vraiment juste pour savoir qui c'est ce gars, pourquoi il a fait ça. Comment il a fait pour être un humain pareil. Parce que on peut penser ce qu'on veut, mais moi je pense que le pouvoir, ça corrompt tout le monde, surtout les meilleurs. Ouais. Et donc d'acquérir un tel pouvoir et de ne pas l'utiliser, c'est un rêve pour moi. Ouais, je me dis, putain... Et en plus, ça me donne un immense espoir dans la nature humaine. Ah ouais, 100%. Ouais. Parce qu'il y a 100%. Quelques-uns, tu vois. Parce que pour moi, il est du niveau de Jésus, hein, sans déconner. Hein. C'est-à-dire que c'est à peu près le même niveau de personnage. Je ne sais pas si Jésus a existé ou pas, mais je suppose qu'il a existé. Le mec, il vient, il fait un livre à l'époque, il dit « Aimez-vous les uns les autres, tendez les joues ». C'est un message hors du commun, surtout à une époque où tu as le droit de tuer les gens parce qu'ils ont volé un bout de pain. Ouais. Donc imagine comment tu es disruptif. Tu viens et tu dis « Les gars, on va être qu'amour ». Et ben, c'est à peu près du même niveau pour moi. C'est-à-dire que le mec, il vient, il crée... Et c'est combien, tu sais combien c'est de bitcoin qu'il a dans son wallet là? C'est 1 million de bitcoin, ça? Ouais, à peu près, ouais, je pense. Ça fait quoi? Ça fait 30 milliards? Ça fait 30 milliards, ouais, à l'heure d'aujourd'hui, ouais. 30 milliards cash. Liquide en plus. Hein. Liquide en plus. Alors peut-être qu'il ne pourrait pas les dumper en une journée, mais sur 5-6 ans... facile, quoi. Tu les convertis, hein. Non, mais c'est incroyable. Le narratif, mais d'ailleurs, quand tu penses à ça, c'est... Plus que la technologie, c'est vraiment le narratif derrière Bitcoin. C'est la philosophie, c'est... comme tu dis, c'est même Apple à l'heure d'aujourd'hui, quand on pense à Apple, on pense Steve Jobs, même si ça fait combien de temps? Ça fait 15 ans qu'il est... Ça fait 15 ans qu'il est mort. 15 ans qu'il est mort, ouais. Paix à son âme. Donc, paix à son âme. Donc, franchement, c'est incroyable ce qu'il a fait ou ce qu'ils ont fait ensemble. Je pense que c'était... incroyable. Toi, tu as découvert les cryptos en quelle année? Moi, c'est arrivé en 2016. Et puis Cyrus, mon frère, il m'a envoyé de l'Ether. C'est ton petit frère? Ouais, c'est mon petit frère, ouais. Plus petit, mais par contre plus beau et plus intelligent. Donc ça, je me suis fait arnaquer sur ce coup-là. Ouais, ça c'est cool. Ça arrive. Je dis la même chose à mon frère aîné, ouais. Mais il m'a envoyé de l'Ether, donc c'était très extrinsèque dans le sens où l'Ether était en dessous de 200 €. Puis j'ai vu ça monter, ça arrivait à 1000 € et du coup, je commence à m'intéresser. Mais pourquoi ce truc, il me l'a envoyé à 180 €, maintenant pourquoi ça fait 1000 €? Et puis, il a réussi à m'avoir de manière extrinsèque. Mais après, comme tu dis, l'ikigai, pour en revenir là, moi, ce qui m'a très touché dans tout ça, c'est que quand j'ai commencé à vouloir m'instruire, c'est là où j'ai compris, mais il y a tellement de sens. Parce que nous, en fait, nos parents, mon père, il travaillait pour le gouvernement iranien, mon grand-père était le maître de cérémonie et le chef de protocole du Shah d'Iran, du roi. Donc si tu tapes le Shah d'Iran, tu tapes le prénom de mon grand-père, tu vas les voir partout dans le monde avec
avec différents présidents, différents premiers ministres. Ça, c'est votre grand-père? Notre grand-père était toujours avec lui. Vous l'avez connu? Ah, on l'a connu, ouais. Ouais. Et c'était une personne incroyable. Et donc, ils avaient une très grande fortune, bien évidemment. Ils avaient très, très bien réussi du côté de mon père et de ma mère. Mais quand la révolution est arrivée en Iran en 1978, le gouvernement a tout confisqué, en fait. Tout a été pris. Les comptes en banque ont été bloqués. L'immobilier a été confisqué. Donc, tout a été pris. Donc, c'est vraiment... Cyrus, il aime bien dire le mot « nouveau pauvre » au lieu de « nouveau riche ». On était les nouveaux pauvres. Parce que du coup, du jour au lendemain, on n'avait plus rien. Heureusement, ma mère, elle avait quelques comptes en banque à Paris, parce qu'il y avait, comme entre la France et l'Iran, il y avait beaucoup d'échanges. Donc, on a réussi Et ensuite, mon père, il a eu son green card pour vivre aux États-Unis. Donc déjà, on a été un peu victime d'un gouvernement. Et puis, de perdre toute notre fortune. Et puis ça, déjà, tu peux imaginer que ça a déjà une certaine connexion avec la blockchain et d'avoir un système moi, j'ai la même chose avec le Liban, ouais. Exactement. Le Liban, c'est exactement la même chose. Et en plus, maintenant qu'on parle du Liban, on a un deuxième cas qui est arrivé pendant Trump qui a envoyé un embargo de plus sur l'Iran. Et ça, quand ce genre de malheur arrive, toi tu sais très bien, étant libanais, en fait mon père, il a vécu quasiment toute sa vie à l'étranger. Il a fait son lycée à Londres, il a fait son université à Dublin, en Irlande, et tous ses comptes en banque ont été fermés. Monsieur Fazal, nous sommes extrêmement désolés, mais étant donné que vous êtes iranien, nous sommes obligés de couper votre compte en banque. Mais monsieur, ça fait plus de 2 décennies que je suis chez vous, je suis un bon client, etc. Donc en fait, il a perdu tous ses comptes en banque. Tout. Genre, tout accès à la finance, en plus de ça, le Touman iranien, la devise locale, ça part en hyper-inflation. Donc tu prends l'inflation en plus dans la gueule. Et troisièmement, il y a Covid qui arrive, quoi. Donc mon père, il est là. Quand tu tapes un embargo sur tout ce qui est import-export avec l'Iran, parce que c'est le pétrole où ils font la plupart de leur business, mon père, il perd son travail, il n'a plus de compte en banque, il ne peut pas voyager, il est en Iran pendant Covid. Il a 78 ans, il est assez vieux, et la seule manière de faire passer de l'argent pour lui donner de l'argent, c'était de lui envoyer du Bitcoin ou de l'USDT. Donc Cyrus, il avait envoyé, je crois, du Bitcoin l'Ether. Moi, plus tard, j'avais envoyé l'USDT. Et mon père, il est parti voir un Safarvi, c'est qui est une exchange locale où tu peux échanger ton Bitcoin en Touman, en cash, quoi. C'est la seule méthode, parce qu'il n'avait pas de compte en banque. Moi, les cryptos, ça a sauvé ma mère, ouais. Ça a sauvé ta maman aussi, au Liban? Ma mère, elle est dans un petit village reculé dans la montagne. Un jour, on lui a dit... Donc, déjà, ma mère a mis toutes les économies de sa vie. Elle n'en a pas beaucoup, parce qu'elle était femme de ménage et tout, mais ma mère est très économe. Dans une banque libanaise, parce qu'ils lui ont dit qu'il l'a payé 15% par an. Moi, ma mère, je lui ai dit, mais 15% par an, je sais ce que ça veut dire. C'est un scam, c'est un Ponzi. Moi, je travaille dur pour faire du 15% par an. Je les connais, les mecs de ta banque, là. Ils travaillent pas dur. Et donc, s'il y a un problème, à l'époque, j'arrivais pas à comprendre où était le Ponzi, mais c'est pas possible, tu vois. Et non, mais c'est génial, c'est le Liban, les banques, c'est solide. Ma mère, elle disait toujours, pendant la guerre, tout s'est écroulé sauf les banques. Et ben voilà. Et en fait, du jour au lendemain, elle a perdu toutes ses économies. Elle pouvait plus retirer que $50 par semaine ou $100 par semaine. Et hyperinflation immédiat. Là, dans son village, un dentifrice, ça coûte 25 €. Mais non. Ouais. Un tube de dentifrice. Et tu as besoin d'avoir des millions sur toi pour le payer. Et en fait, ma mère... Donc ma mère, c'est une sacrée personnage. Elle est née en 47, ça fait quel âge ça? 47, elle a 76. Ouais, 76, ouais. Je suis mauvais à ce genre de calcul. Et elle a appris à conduire. Ma mère a appris à lire et écrire, elle avait 41 ans. Mais non. Ouais, elle a appris à conduire, elle avait 70 ans. Mais non. Elle a passé son permis sans elle est marre d'être indépendante, tu vois. Et elle a appris les cryptos à 75 ans, quoi, 74 ans. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a un wallet, elle a mis tout le plombier, le boucher, le machin avec des wallets. Et pour pas payer trop de fees, ils font de la compensation mensuelle, quoi.
Elle fait ses courses tous les mois, et puis à la mois, ils font les comptes et ils compensent. Combien tu... Elle vend des olives, elle vend de l'huile un peu à tout le monde, et puis elle dit, ah bah, tu m'as donné tant, je t'ai donné tant, bon, bah, on se fait la transaction sur le wallet. Mais non. Trust Wallet, ERC20, Non, incroyable. décentralisé, pas de KYC, rien du tout. Et boum. Incroyable. Et de temps en temps, moi, je lui envoie de l'argent un peu tous les mois. De temps en temps, elle envoie à Beyrouth à un mec qui lui amène du cash à la maison pour les autres trucs. Incroyable. C'est fou, hein. Incroyable. Et le Tellement pays, débrouillard. mais tous les Libanais sont comme ça. Ma mère est incroyable, mais ils sont tous comme ça. Ouais, ils sont tous comme ça. C'est un pays de gens résilients, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que le pays entier est en train d'être sauvé. Et moi, j'ai 2 potes là qui sont en train de créer la première banque crypto. Et ils se sont dit, le meilleur endroit au monde où le créer, c'est le Liban. Et c'est 2 Libanais, ils vivent au Liban. Et ils disent, en fait, le système s'est tellement écroulé. Et on se rend pas compte qu'un système, quand ça s'écroule vite. Ça s'écroule vite. Ouais. Toi, tu as eu les cas en Iran, le Liban. En Iran, c'était incroyable. Je crois qu'en 3 jours, ils ont perdu un tiers de la valeur de... Un truc comme ça, entre un tiers et même peut-être 40%. Ça arrive d'un coup, comme tu dis. Ouais. Tu te lèves le matin et boum. Tu te lèves le matin. Regarde l'Argentine. Oh, purée, qu'est-ce qui ça arrive. Ouais. L'Argentine, c'était le pays le plus riche d'Amérique du Sud. Ouais. Boum. Plus rien. C'est incroyable. Tu mets ta carte, plus rien. Et tu y crois à ta carte. Hein. Ouais, les gens se rendent pas clair. compte comment tout ça, c'est des fictions qui reposent que sur la confiance. Hein. Mais le jour où la confiance, elle part, regarde les banques. Moi, cette année, j'ai vécu la faillite de Silicon Valley Bank. Ah ouais. Je suis actionnaire de je sais pas combien de centaines de startups. Depuis des années, à chaque fois que j'investis dans une startup, tu sais le premier truc que je fais? Je leur recommande d'ouvrir un compte chez Silicon Valley Bank. Mais non. Pourquoi? Parce que c'est la seule banque des États-Unis qui accepte les startups. Tout le monde dit, c'est quand même... Moi, quand Silicon Valley Bank a fait faillite, tout le monde disait, ah, c'est des débiles ces entrepreneurs, ils sont tous dans la même banque, faut gérer ton risque. Mais connard, va ouvrir un compte. Quand tu es une startup, personne veut de toi. C'est clair, personne. Résultat, risque systémique. Parce que les banques font pas leur putain de travail en refusant systématiquement les entrepreneurs. Et il y a une banque qui accepte systématiquement. Je me réveille le jeudi matin. J'ai peut-être 300-400 boîtes où je suis exposé plus ou moins indirectement. 350 faillites. Tout. 15 ans de travail par la fenêtre. Le vendredi, il y a les plaintes, le machin. C'est là où tu vois que la Silicon Valley est puissante. Paul Graham, machin, les trucs, Naval, tout le monde. Le lundi, tout le monde est remboursé. Donc j'ai vu les mecs émotionnellement penser que leur boîte était finie et revivre en 5 jours. Pire 5 jours de ma vie. Ah, parce que c'est un jeudi soir, non? Ça arrivait un jeudi et c'était le lundi matin qu'ils ont payé. Je me rappelle, ouais. Et je suis ressorti de là encore plus traumatisé que d'habitude. Et moi, je me suis dit, mais putain, quand est-ce qu'avec les cryptos, on va trouver une solution à tout ça, quoi. Ouais. Et c'est une des missions de Swisbar. C'est pour ça que je vous ai adoré dès que je vous ai rencontré, parce que je crois beaucoup à cette Ikigai-là. Mais ça, c'est super important ce que tu dis, parce que du style, la custody, enfin le gardiennage, je pense que là, en ce moment, dans la crypto, tout ce qui est centralisé, ils sont l'échange plus les gardiens. Et ça, c'est dangereux, ça. C'est méga dangereux. Nous, on facilite seulement le exchange, donc l'échange, en se connectant, en essayant de choper les meilleurs tarifs à travers 5 carnets d'ordre. Mais un échange qui fait l'échange plus et l'escroc, vous savez que tu as vu ça dans la finance, quoi. Ça n'existait pas, donc c'est assez bizarre comme concept. Ouais. Malheureusement, dans la crypto, il y a des trucs un peu... De toute façon, c'est le principe de toujours recréer des choses comme ça. C'est normal, hein. Ouais. C'est pas régulé. Et alors, le Japon, c'est un pays crypto-friendly, non? Ouais, mais au début, c'était incroyable. Donc, tu pouvais acheter une télé en 2017. Enfin, tu avais un seuil, je crois que c'était de 1000 balles à peu près, 1000 euros. Et ensuite, si la télé coûtait 1005, tu payes 500 en espèces ou par carte. Mais donc Big Camera, qui est la chaîne la plus grande de tout ce qui est électroménager, tout ce qui est électronique, ils acceptaient du Bitcoin, quoi. Mais le problème, c'est qu'ils étaient tellement avancés. Et d'un coup, en fait, il y a eu une grande période où il y a eu un backlash. Et ça s'est grave ralenti. Le FSC, donc les régulateurs locaux, ils ont mis les pieds sur les freins, etc. Donc ça a quand même ramé. Hein, pendant le premier scandale crypto de l'histoire, comment il s'appelait? Mt. Gox? Ah ouais, Mt. Gox, c'était ici. Et c'est un ingénieur français. Et c'était un ingénieur français. Un ingénieur français, donc nos 3 passions, Bitcoin,
Ingénieur français et Japon. Exactement. Réunis dans Réunis. dans une affaire. T'as un avis sur lui ou pas? Moi, je le connaissais pas bien. Moi, je suis arrivé juste après Gox, donc à la période de Roger Ver. Parce qu'il y a toujours des bases que c'est un escroc. Ouais, mais Samantha Gox, on m'avait dit en gros que c'est parti des cartes Magic, non, à la base. C'est des gens qui faisaient du trading, non, sur tout ce qui est cartes magiques, non, Ouais. c'était. Ouais. Et ensuite, les gens voulaient, ils ont créé juste une plateforme pour trader du Bitcoin et c'est parti de là, ouais. Ouais. C'est fou, et c'était un exchange de cartes Magic, ouais. Ouais. Avec le niveau de Les sécurité d'un exchange de cartes Magic. Moi, c'est ma première grosse perte crypto. Ah ouais, c'était Mt. Gox. J'avais tous mes bitcoins là-bas. Mais non. Et tu vas aller au recevoir Alors, du coup, non? Il y a eu des... Ouais, il y a eu des trucs, mais je me suis mal démerdé, mais après j'ai réussi à en récupérer quelques-uns. Mais en fait, moi, j'ai coché les mauvaises cases, et après j'ai liquidé, et après, je me suis mal démerdé. J'ai pas été... Les mecs ont été patients, eux, ils vont retoucher, parce qu'ils ont gardé les bitcoins, ils ont pas vendu. Moi, j'ai vendu trop vite. Enfin bref, mais c'est marrant. Moi, c'était l'affaire qui m'avait un peu découragé des cryptos à l'époque. Ouais. Je me suis dit, oh, putain, casse-couille ces trucs, quoi. Mais beaucoup, hein. Je pensais à Celsius, FTX, ça fait la même chose en fait. Mais par contre, je sais que récemment, j'ai vu un de tes épisodes avec Yomi Denzel et tu parlais d'essayer de trouver un 1000x, un 1000 fois en investissement. Donc j'ai vu le clip hier, j'étais en train de regarder sur YouTube. Et je pense que le Web3 Gaming, on n'y est pas encore, hein. Mais je pense que honnêtement, ça va sortir d'ici du Japon. Là, je vois, je suis allé à un événement là, cette semaine et il y avait tout le monde. Il y avait tous les chefs d'entreprise de Nintendo, ils sont venus de Osaka. Sega, ils étaient là. Konami, ils étaient là. Bandai Namco, ils étaient là. Capcom, ils étaient là. Et il y a des choses qui sont en train de se passer. Ils sont en train de s'intéresser petit à petit. Ça ne viendra pas d'ici du jour au lendemain, mais pour tout ce qui est 1000x... Je crois que les boîtes japonaises vont faire du Web3 gaming. Il y a certains qui ont déjà commencé. Un ancien de Street Fighter 2, un ancien de Monster Hunter. Incroyable. Ouais, ils sont en train de se réunir et puis... C'est vrai que c'est un beau use case, hein, le jeu vidéo. Ouais. Bah attends, moi je suis ultra bullish. Moi, si les gens veulent vraiment trouver ce 1000x, comme tu dis, qui est très difficile à trouver, je pense que ça viendra du Web3 Gaming. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que les plus gros IDO ou IEO, donc dans IDO sur les launchpads nouvelle on-chain, ICO pour les gens qui connaissent. C'est ça, nouvelle ICO. Des 3 dernières années, sur le top 3, il y en a 2 qui sont des jeux vidéo. Il y a Sandbox et il y a aussi Blocktopia qui était une métaverse aussi. Mais il y avait aussi Axie Infinity dans le top 5. Donc tous ces projets-là ont fait plus de 1000x. Certains ont fait 2000x, 2000 fois. Donc déjà, ces data-là dit que le Web3 Gaming, donc sur le top 5, 3 c'est du Web3 Gaming ou 2 Web3 Gaming et une métaverse. Et sachant qu'ils ont tous comme caractéristique d'avoir fait 1000x, s'est écroulé parce qu'il n'y avait pas de gamers. Exactement. Parce que les jeux n'étaient pas bons. Et les jeux n'étaient pas bons, exactement. Donc imagine. En même temps, les mecs, ils ont sorti des alphas, ils n'ont rien compris à ce qui leur arrivait. Mais ouais. Et ils se retrouvent avec beaucoup trop d'argent, quoi. Mais justement, ce que tu viens de dire, c'est super important, Soma. C'est que Axie Infinity, c'était de la merde par rapport à ce qui se passe en web de gaming. Ils ont fait 1500 fois. Donc, imagine, enfin, juste pour donner un peu de perspective, pour faire une petite marche arrière, le gaming, pour ceux qui regardent dans la Web 2, est plus puissant au niveau tout ce qui est génération de revenus que le monde de la musique et le monde du cinéma réunis. Ouais, beaucoup plus même. Hein. Beaucoup plus. Ouais, parce que le chiffre exact, c'est que la musique et le gaming réunis, c'est pas un quart du jeu vidéo. C'est exactement ça. Il me semblait soit un quart, soit un tiers. Exactement. Ouais, c'est un quart, ouais. Donc t'imagines déjà, bon, le gaming, c'est incroyable, ce qui est normal. Fortnite, c'est plus gros. Fortnite, mais justement. C'est plus gros que Universal Music. Hein. Justement. Alors, un autre fait que je voulais donner pour dire pourquoi je crois que le 1000x viendra du Web3 Gaming, Oussama, c'est exactement ça. Binance, ils ont à peu près 35 millions d'utilisateurs. Coinbase, ils ont 105 millions d'utilisateurs. MetaMask ont à peu près 25 millions de wallets. Tu prends le tout. C'est même pas le nombre de joueurs actifs mensuels sur Roblox.
ou sur Fortnite, comme tu dis Fortnite. Fortnite, au mois de juillet cette année, au mois de juillet 2022, ils avaient en un mois 300 millions de joueurs. Et ils avaient 2 millions de joueurs consécutifs, simultanés. 2 millions simultanément sur le jeu, quoi. Donc 300 millions, c'est plus que toute la crypto. T'imagines quand même, quand tu penses à ça, Oussama, un seul jeu, dont Fortnite, a plus de joueurs et d'adoption que tous les plus gros échanges et wallets au monde. C'est vrai que personne n'a trouvé encore la formule magique pour que ce soit un bon jeu et que ce soit pas un Ponzi. Exactement. C'est ça. Parce que le problème des economics là, d'Axie Infinite, etc., c'est des economics de Ponzi. Et dans le sens pas illégal du terme. Hein. Attention, parce que dès qu'on dit Ponzi, les gens, c'est un scam. Non. Vraiment, c'est-à-dire que c'est des Ponzi qui reposent sur l'idée qu'il faut toujours des nouveaux joueurs pour payer les anciens. Exactement. Et ça, c'est dur. Ça, c'est très dur. Mais c'est pour ça, je pense, en fait, le token en lui-même, Oussama, ne doit pas être un token pour un jeu. Doit être un écosystème token. Ouais. Donc, gouvernance token, tu veux dire le gouvernance token, en fait, il doit se passeporter dans plusieurs jeux. Avec une marketplace qui vend les NFT, qui peuvent avoir des réductions sur la marketplace. Ça, c'est ce que je veux dire? Putain, attends. Tu créerais la monnaie, genre le dollar du jeu vidéo, et quand tu gagnes dans un jeu, tu peux le dépenser dans un autre jeu. Exactement. Et il faut faire une alliance entre tous les jeux pour que le wallet soit commun. Exactement. Et imagine tous les NFT, tous ces jeux-là se retrouvent dans une marketplace centrale qui aussi est reliée au token. Alors, comment tu fais pour que les gens coopèrent? Parce que le problème, c'est que les éditeurs de jeux, ils vont toujours vouloir créer leur... Tu vois, même Axie Infinite, moi, j'avais parlé à l'équipe fondatrice d'Axie Infinite et je leur avais dit, ne faites pas votre propre wallet. C'est une erreur. Le Ronin, là, quelle connerie. Ouais. Pourquoi toujours rajouter des couches de complexité? C'est clair. Mettez-vous tous ensemble, faites un wallet commun, quoi. Utilisez des trucs qui sont déjà adoptés, quoi. Trust Wallet, MetaMask, whatever. Parce qu'en fait, tu veux pas créer de la friction. Mais les gens du Web3, ils sont chiants pour ça. Parce que le monde du Web3 est rempli d'ingénieurs. Et les ingénieurs, c'est les pires mecs du monde pour comprendre les humains. C'est clair. Et quand tu leur expliques les humains, ils te disent « Mais non, mais ça va, c'est pas compliqué. » T'as déjà vu un de tes potes installer Wi-Fi sur Linux? Non. C'est ma blague, moi. Ah ouais? Moi, j'aime bien demander à des ingénieurs s'ils ont un jour installé Wi-Fi sur Linux. S'ils me répondent oui, jamais je les embauche. Parce qu'en fait, c'était tellement compliqué, ça demandait tellement de packages, etc., que ça allait plus vite d'utiliser un Mac. Et en fait, pour moi, c'était la preuve que tu savais pas focus ton temps au bon endroit. Que tu aimais tellement le challenge technique et le plaisir. Parce que c'est un plaisir extrêmement toxique de résoudre des problèmes techniques. Ouais. C'est comme une drogue dure. Tu t'en veux toujours plus. Et à un moment, tu dis, mais t'as pas compris, c'est pas ça ton boulot. Ton boulot, c'est de faire des choses que les gens aiment utiliser. C'est pas de faire des choses qui résolvent des problèmes. Alors, de temps en temps, il faut résoudre des problèmes. C'est bien d'avoir des bons ingénieurs. Mais c'est pas l'alpha et l'oméga. Être un bon ingénieur, ça doit être un outil au service d'une vision. Si c'est la finalité, un peu comme trop souvent en Web3, et ça sert à quoi? T'as 200 nerds qui comprennent et après tu fais quoi? C'est clair. C'est insupportable. Et en plus, les nerds ne s'aiment pas entre eux. Donc en plus, c'est pas genre ils vont utiliser les nerdiges des autres. Ouais. Tu sais, je sais pas si t'as remarqué, les nerds, les avocats et les médecins partagent un truc unique au monde. C'est quand tu vois un avocat, tous les autres avocats sont des abrutis sauf lui. C'est clair. Quand tu vois un médecin, tous les autres médecins sauf lui sont des abrutis. Et quand tu vois un ingénieur, tous les autres ingénieurs sont... Moi, il y a un moment, j'avais un jeu, c'était de donner du code d'ingénieurs dans mon équipe à d'autres ingénieurs et de prédire d'avance les phrases qu'ils allaient dire. C'est genre, ouais, non mais attends, là, le code, il est pas propre, hein. Il va falloir tout refactoriser. Et je faisais les dialogues comme ça, c'est dans ma tête. Et les mecs disaient les mêmes mots. Et je me disais, mais c'est pas possible qu'ils se voient pas dans un miroir, les mecs. Faut arrêter. À un moment donné, ce qui est hyper important, c'est les utilisateurs. La seule chose qui compte, c'est les utilisateurs. Et il faut qu'on ait un Steve Jobs du Web3. Il faut qu'on ait un mec qui vienne et qui ait une vision consumer. Et que la technique devienne invisible. C'est pas normal qu'elle soit trop visible dans le Web3, la technique. Tu vois les wallets, les connexions, les réseaux. J'ai un... Quand on a fait le NFT de Sofiane Pamar, on a un ami à nous qui a voulu en acheter plein, mais il savait pas comment faire. Et je lui ai dit, tu configures un wallet, machin, il va sur Binance, et il envoie de l'argent sur le mauvais réseau. L'argent est perdu. Oh non. Et il nous dit, j'appelle qui?
Bah, ta belle personne. Ta belle personne. Et le mec, il était fou. Il dit, mais c'est quoi cette connerie? Comment ça, je dois savoir le réseau, tu sais? On pouvait pas me prévenir, c'était pas le bon réseau. Je dirais. Bon, maintenant, ça arriverait plus, parce que maintenant, il y a des... Quand même, maintenant, si tu essaies d'envoyer sur un mauvais réseau, tu as des messages d'erreur dans tous les sens. Ouais. Mais t'imagines? Ouais. L'argent perdu. Le mec, tu lui reparles plus jamais du Web3, lui. Hein. Ah oui, c'est clair, j'imagine. Ouais. Genre, Lui, c'est horrible. On a fait un deal avec lui. On lui a dit, écoute, on te file les NFT. Puis c'était un ami à nous, en plus. Puis si un jour, l'argent, tu nous le dois quand tu les revends. Et puis si ça monte, on gagne tous les deux parce qu'on prend une part de ce que tu gagnes. Puis si ça baisse, on perd tous les deux. On a trouvé un deal comme ça. Mais parce qu'on était deal maker, on avait envie de lui faire plaisir. Mais je me suis dit, il serait tombé sur des mecs rigides. En plus, la possibilité même qu'un jour il gagne de l'argent était finie à jamais. C'est pas normal. Ouais, c'est clair. L'expérience. Et que le réseau fonctionne comme ça, c'est normal. Ouais. Mais tu vois, les ingénieurs confondent trop code is law avec user needs. Et bien sûr que le réseau doit fonctionner comme ça. Mais il doit y avoir une couche entre la réalité du réseau et la réalité de l'utilisateur. Parce que... t'as perdu, toi, de l'argent en crypto par erreur? Bien sûr, bien tout sûr. Tout le monde. C'est pas normal. Ça devrait arriver de moins en moins. Et en plus, quand ça arrive à des gens, je sais pas si tu... Bah, toi, tu dois passer beaucoup de temps sur les forums. T'as vu comment les gens sont méchants avec les gens à qui ça arrive? Ah, c'est incroyable. Hein. Ouais, mais mec, c'est bon, il a perdu un peu d'empathie. Ouais, c'est clair, t'es un noobs, t'es pas fait pour ça, allez, retombe. Mais tu veux que les noobs soient faits pour ça? Bah ouais. C'est pour ça qu'on va tous devenir riches? Exactement. Ouais. C'est quoi ton truc, là? Ouais, surtout sur Twitter. Sur Twitter, c'est quand même une belle guerre, quoi. Une belle Twitter, guerre politique. Moi, je vais jamais Twitter, c'est horrible, quoi. Ouais, bah t'as vu, t'as fait un tweet sur moi. Ouais. T'as vu ce qui s'est passé, hein? Ouais, je me suis fait marteler. Je me suis dit, oh les gars, calmez-vous. Ouais. Calmez-vous, quoi. Et c'est fou, hein, parce qu'en plus, sur Twitter, comme ils se parlent tous entre eux, ils croient qu'ils sont nombreux. Alors que dans le monde réel, si tu parles de moi, les gens te disent c'est j'aime pas. Ouais. Mais sur Twitter, ils sont tous là. C'est un peu comme si tu avais le café du commerce. Tu sais que tu mettais tout le monde au même endroit, tous les cons. Et tu avais un café géant rempli de Gérard qui disent ouais, bah ça c'est un coup des Américains. Et bah là, grâce à Internet, ils se sont tous rencontrés. Donc en fait, ils se légitiment. Ouais. Parce qu'avant, Gérard, au café du commerce, on disait allez Gérard, rentre chez toi. Mais maintenant, ils trompent que sur des Gérards. Mais moi ce qui m'embête vraiment sur Twitter, c'est les gars, je suis dans Bitcoin depuis, allez, il va mettre 2003-2004. Mais moi, j'ai dit, écoutez les gars, dans la crypto, déjà, on n'a pas besoin d'ego. On n'est pas là pour l'ego. On est là un peu pour combattre les égos de tous ces avocats, de tous ces gens qui nous arnaquent à l'heure de tous les jours d'ailleurs de notre vie, quand on a besoin d'eux. Mais je dis toujours, c'est pas depuis quand tu es dans la crypto, c'est combien de temps tu passes dans la crypto. Genre, combien tu vas donner à la communauté, combien de temps tu vas créer du contenu comme toi, à éduquer un peu les gens qui sont en train de regarder. Et comment tu vas les recevoir dans cette commu-là. Genre, une personne débutante qui veut monter un wallet, comment tu vas conseiller? Est-ce que tu vas leur envoyer un petit lien? Donc, tu vois, ça va paraître un peu cheesy, comme ils disent aux États-Unis. Mais mon frère, il a toujours dit, tu vois, le vrai statut de millionnaire pour lui, c'est d'avoir aidé 1 million de personnes, minimum. Incroyable. Et donc, tu vois, c'est du style, à l'heure d'aujourd'hui, on a 730 000 personnes vérifiées KYC. Donc, on n'est pas loin. On est à 270 000 personnes. Ça fera une sacrée fête. Ouais, et là, on se dira, là, Cyrus, il me dit, là, je me sentirais vraiment millionnaire. Parce que je suis en train d'aider 1 million de personnes. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a ces gens-là qui arrivent avec leur ego sur Twitter. Ah, moi, je suis là depuis tant de temps. Toi, t'es un noobs, tout ça. Je dis, pourquoi besoin d'ego? On n'a pas besoin d'ego dans ce monde-là, tu vois. Ouais, je sais pas ce que tu en penses. Mais... J'adore. Je n'avais pas entendu ton frère dire ça. Mais je trouve que c'est tellement puissant. Ah ouais? Ouais. Mais c'est exactement ça, ouais. C'est vrai que si tu as de l'impact sur la vie d'1 million de personnes, ça commence à être un sacré millionnaire. Ça commence à être cool, hein. Ouais. C'est clair. Et là, le vrai milliardaire. Le vrai milliardaire. Celui qui a un impact sur 1 milliard de personnes. Et Satoshi, Satoshi lui, il est déjà... Ouais. Lui, il a gagné ce statut. Steve Jobs a gagné ce statut. Il y a combien de chrétiens? Jésus, il a impacté combien de personnes, lui? Beaucoup, puisque si tu comptes en cumulé le nombre de chrétiens qu'il y a eu, mais ouais. Ça fait 2000 ans que ça dure. Ah ouais, ouais. Je saurais pas faire le calcul. Ah ouais, ça... J'avais lu que l'humanité, depuis le début, c'est 100 milliards d'habitants.
Donc ça veut dire qu'actuellement, on est combien? 8 milliards, 8 9 milliards. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il y a 8% de la population qui a jamais vécu qui est vivante. Ouais. Ça, c'est mindfuck comme. Ça, c'est un mindfuck. Ouais. Et donc, ouais, en 2000 ans, je ne saurais pas faire le calcul parce que la courbe, elle est comme ça. Allez, allez, disons que. Bon, allez, on va faire une coupe au couteau. Disons qu'il y a eu. Que l'Europe, ça représente. Ouais, mais ça a beaucoup changé parce que c'est pas constant. C'est pas constant. Parce que l'Europe a représenté beaucoup de la population mondiale avant de rebaisser face à l'Asie, etc. Quoi qu'il y a des chrétiens en Asie. Il y a 1 milliard de chrétiens vivants, je crois, ou 2 milliards, entre 1 et 2 milliards. Ouais, ça a du sens. Et donc, entre 10 et 20%. Ouais, entre 10 et 20%. Ouais. Mais donc, ouais. Mais ouais, c'est des sacrés impacts. Hein. Ah, lui, mais de toute façon, même tu prends. Enfin, moi, j'ai pas de croyance, j'ai pas de. Moi, je crois ce que tu as envie de croire. Si tu changes ta vie parce que tu crois en Jésus, bah change ta vie parce que tu crois en Jésus. J'ai pas de. Puisque de toute façon, il y a pas de. Les gens qui amènent la science là-dedans, j'ai jamais trop compris. Moi. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a des gens qui sont là, oui, mais on n'a pas de preuves scientifiques. T'es heureux? Ouais, exactement. garde ton bonheur. T'appelles ça. D'ailleurs, les gens sont durs avec l'astrologie. Je sais pas si tu as des gens autour de toi, des meufs surtout d'ailleurs, à fond dans l'astrologie. À fond. Ouais. Et même la numérologie. Ouais, voilà. Moi, je m'en fous. Mais quand les gens me parlent de ça, je suis toujours bonne poire. Ouais. J'ai pas envie de les casser. J'ai pas envie de leur dire, oui, mais alors tu sais, l'astrologie, quand on prend 10 mecs dans une pièce et qu'on fait un test scientifique, et bah en fait, ça marche pas. T'as envie d'y croire. Enfin, je veux dire, c'est pas. Je comprends pas pourquoi les gens sont pas positifs. Mais tu sais, tu disais tout à l'heure, c'est cheesy. Mais cheesy is good. Hein. It's good, ouais, bien sûr. L'intention est bonne, ouais. On a besoin de cheesy dans le monde. Ouais. Mais des gens, ouais, le vrai milliardaire, putain, c'est ça que je veux faire quand je serai grand, moi. Ah ouais. Donc, je veux faire des dessins animés qui touchent des milliards de personnes. C'est beaucoup mieux que l'argent gagné. Ah, mais ça peut être super cool, ça. Mais d'ailleurs, il faudrait que tu me racontes cette histoire de dessin animé, parce que ouais. là, t'es quand même dans le centre... Bah ouais, je suis dans le centre qui m'a inspiré créatif. Cette passion. Mais d'ailleurs, le dessin animé, les gens, ils se rendent pas compte, mais je pense que... Moi, je suis arrivé ici en 2005, et il y avait pas beaucoup de blancs, tu vois, dans le train. C'était... Tu rentrais dans le Yamanote Line, qui est, comme tu sais, la ligne centrale. Il y avait peut-être 92% de Japonais, allez, 4% Chinois, 2% Coréens, et de temps à autre, 0.0, tu voyais un blanc. Et je crois que c'était en 2010, à partir de 2010 jusqu'à 2014, l'ambassade de France a commencé à envoyer des lettres, des emails en disant que la croissance française de visiteurs, de touristes au Japon était plus élevée que n'importe quel pays occidental. Et ça, c'est grâce au manga. Bien sûr. Et les dessins animés. Et les gens ne savent pas pourquoi. Enfin, moi, quand je parlais avec les gens, pourquoi on a grandi avec Dragon Ball Z ou Ken le Survivant ou Sailor Moon, tu vois. Et quand j'ai parlé avec les boîtes ici qui ont créé tout ce genre de dessins animés, ils me disaient toujours que, en fait, les Américains, les licences, le IP, pour faire diffuser des dessins animés américains en France, étaient trop élevés. Et les Japonais, ils ne savaient pas trop comment négocier, problème de langue. C'est mieux que ça, même. C'est mieux que ça, ouais. L'histoire, elle est complètement dingue. Elle est dingue, ouais. C'est que c'est un Libanais. Mais non. Saba International. Qui a importé le dessin animé En fait, japonais. il a acheté tous les droits à des Japonais pour 3 fois rien. Il a vendu plus cher, il a fait du profit. Mais non. Ouais, et sa boîte, Saba International. Et je me souviens d'avoir vu un documentaire sur lui, enfant, et de m'être dit, un jour, je ferai la même chose que lui. Ouais. Trop bien. Ouais. En fait, moi, j'ai toujours eu envie de faire des dessins animés, mais j'ai jamais eu envie de le faire pour une raison simple. C'est que le dessin animé, c'était extrêmement chronophage en ressources humaines. Je sais pas si tu as un peu conscience des ordres de grandeur dont on parle, mais un film Pixar, c'est 2 millions de dollars la minute, le coût de production. 2 millions de dollars la minute. C'est beaucoup plus cher qu'un film traditionnel. Hein. Et ça demande entre 3 et 5 000 personnes pendant 2 à 3 ans. Ça, c'est un film Pixar. Et donc, en fait, moi, j'ai jamais trop eu envie d'aller dans ce milieu parce que je pense pas que je suis le bon mec pour gérer une boîte de 3 000 personnes.
J'ai pas la bonne personnalité pour ça, je pense. Moi, j'aime les gens autonomes, etc. Mais tu peux pas être autonome à 3000 personnes. Si t'as pas des process, de la rigueur. Et c'est pour ça que les Japonais cartonnent autant dans le dessin animé et qu'ils arrivent à en produire autant. C'est qu'ils arrivent à faire à 300 personnes ce que les Américains font à 3000 parce qu'ils sont tellement rigoureux, tellement... Studio Ghibli, c'est hors du commun. Moi, je les ai visités plusieurs fois. Moi, j'ai eu rendez-vous là, avec eux la semaine dernière. Trop bien. C'est différent, en fait, comme ambiance. Mais l'apparition de l'intelligence artificielle va permettre à des mecs comme moi de faire la même chose qu'eux. Et là, ça change le game. Parce qu'on parle plus d'un truc qui coûte 2 millions de dollars la minute. Là, le premier dessin animé que je produis, c'est 10 épisodes de 24 minutes. Donc 240 minutes, 4 heures quand même de content en première œuvre. C'est 5 millions de dollars de budget pour un film qui sera de la qualité d'un Pixar. Mais non. Qui aurait dû coûter 200 ou 300 millions. Mais non. Ouais. Et en fait, moi j'ai 3 thèses. C'est que quand ça coûte 5 millions de dollars, le seuil de rentabilité n'est plus d'1 milliard. Donc si ton seuil de rentabilité n'est pas d'1 milliard, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire des histoires de niche et des histoires beaucoup plus intéressantes. Parce que tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu as besoin de plaire à quelques personnes. Et la deuxième chose, c'est que tu peux faire des histoires beaucoup plus souvent. Parce que si tu as 1 milliard de budget, ça fait 200 films. Alors qu'avant, ça faisait qu'un film qui devait plaire à tout le monde. Là, tu peux faire 200 films qui plaisent à 200 niches. Donc ça change complètement le type de boîte que tu fais. Et moi, ma vision... La créativité derrière. La créativité. Donc, celui qui a le pouvoir dans une boîte pareille, ce n'est pas le dessinateur. Parce que dans une boîte de dessin animé, tu vois, Miyazaki, Disney, tous les grands du monde du dessin animé, c'est des dessinateurs avant tout. C'est leur faiblesse. C'est bien de dessiner, c'est vachement mieux de raconter des histoires. C'est clair. Moi, je veux créer un endroit où le pouvoir est au storyteller. C'est-à-dire qu'après, le storyteller peut être dessinateur. Tu vois, le premier réalisateur avec lequel je travaille, il est dessinateur, mais il a une passion pour le storytelling. Et le dessin est un outil au service du storytelling. Alors qu'avant, le storytelling était un outil au service du dessinateur. Et ce changement de pouvoir, je pense que ça va complètement changer la façon de faire. Mais c'est sûr que je veux faire des mangas. D'ailleurs, il y a 3 caractéristiques que les Japonais ont dans les dessins animés que je veux rendre universelles. Caractéristique numéro 1, c'est qu'ils sont tous un peu éducatifs. Ils ont tous une mission, un truc. Moi, je me suis rendu compte un jour que ma morale, mon éducation, etc., c'était Sangoku. Un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, mais en fait, tu te prends pour Sangoku, mais tu t'en rends même pas compte, en fait. Et t'as des traits de personnalité de Sangoku, et t'as des... Parce que, en fait, Sangoku, c'est mon père. C'est un moment, je passais toute ma journée devant la télé à regarder Sangoku et à vouloir travailler dur et m'entraîner dur. Et... Alors, mais j'ai plus que nos pères, sûrement, qui étaient au travail. Ouais, j'ai pas chopé le sport, mais j'ai voulu être le Sangoku intellectuel, quoi. Ensuite, la deuxième caractéristique qu'ils ont, c'est qu'ici, le dessin animé est vu comme un genre, mais pas pour les enfants. Puisqu'ici, ils ont tout en dessin animé. Ils ont des films pour enfants, mais ils ont aussi du porno en dessin animé. Ils ont du film pour adultes. Par exemple, un des plus beaux films que j'ai vu cette année, c'est Blue Giant, qui est un film de 2 heures sur le jazz au Japon. Ce film, franchement, t'as moins de 25 ans. Allez, moins de 30 ans. T'as pas vécu des trucs durs dans ta vie, tout. Tu comprends rien. Tu peux pas connecter. J'étais à Annecy, j'ai regardé ce film dans la salle. Tous les plus de 50 ans, ils étaient en pleurs. Mais non. Mais en pleurs. Tellement c'était émouvant. Et j'ai essayé d'acheter les droits à la boîte japonaise. Je me suis pris trop tard. Ils l'ont vendu à une chaîne pour enfants US. Et ils m'ont dit, ouais, mais nous, on est obligé de faire ça parce qu'on doit revenir dans nos frais. Mais il n'y a personne. Et moi, j'aurais dit, mais pourquoi une chaîne pour enfants? Quel enfant va comprendre quelque chose à ce film? C'est pas un film pour enfants. Et ils me disent, oui, c'est vrai, mais en fait, aux US, les dessins animés, c'est pour enfants, donc il n'y a que les chaînes pour enfants. Ils vont diffuser ça à des gosses qui vont rien comprendre. En plus, ils vont le couper pour le rendre plus compréhensible par les gosses. Aucun intérêt. Moi, ce truc, je l'aurais pris. J'aurais fait une soirée à la Nouvelle-Orléans. Et ma façon de le marketer, c'est que j'aurais marketé ça aux fans de jazz. Non pas pour faire découvrir le jazz à des gens qui regardent des dessins animés, mais pour faire découvrir le dessin animé à des gens qui aiment le jazz. Ah, trop bien. Et ça a marché beaucoup plus grand. Et j'aurais pu amener les gens. Et ça, les Japonais, ils regardent des dessins animés en étant adultes. Avec des sujets d'adultes, des compositions d'adultes, des frames d'adultes, etc.
Un Miyazaki, c'est pas un film pour enfants. Il y a des Miyazaki pour enfants, Totoro, mais le château ambulant, quel enfant peut regarder ça? C'est clair. T'as 8 ans, tu regardes ça, tu comprends rien du tout. Même le voyage de Chihiro, Ouais, tout ça, voyage de Chihiro, laisse tomber. C'est tellement complexe, Mais quoi. qu'est-ce que tu comprends? Genre, tu dis, ah, il y a des couleurs. Ouais, c'est clair. C'est ça. Et la troisième caractéristique ici, c'est qu'ils ont un storytelling très standard. Ils ont des figures de storytelling. Et ça, je pense que c'est un coup de génie. Je veux, de façon invisible, comme ça, avoir des catégories de dessins animés dans plein d'univers pour amener les gens à connecter avec des histoires puissantes et simples. Des trucs. Donc, je pense que l'IA est... Enfin, en fait, je me suis réveillé un matin en me disant, je peux pas rater ce tournant. Il faut que j'essaye de faire ce rêve depuis longtemps et de le connecter. Et en plus, tout ce que j'ai appris dans le monde des startups, parce que ma théorie, c'est que si ça marche, je vais finir avec des centaines d'équipes dans le monde indépendantes qui sont comme des petites startups qui font chacune leur univers, leur IP, leur machin, et qui partagent des ressources en fait. Mais ça, c'est incroyable parce qu'en fait, toutes les histoires qu'on voit souvent, Disney, pardon, ils essayent quand même de diversifier, dire ok, on va prendre Aladdin qui était sûrement quelqu'un de l'Empire perse, peut-être Irak, ou ils vont prendre Pocahontas qui je sais pas, c'est peut-être péruvienne. Mais c'est vrai que de pouvoir créer ça vraiment de manière niche, comme tu dis, tu peux raconter des histoires qui sont vraiment que pour un peuple particulier, en fait. Par exemple, tu vois, là, j'ai interviewé un réalisateur iranien, ça va te parler, qui veut raconter l'Iran, mais d'un angle très différent. Il veut raconter l'Iran du 9e siècle et la poésie. Mais non, trop bien. Et moi, ma théorie, c'est que les vieux Iraniens, la génération de ton père, il a quel âge ton père? Mon père, il a 80, il est un peu trop vieux. Donc les Iraniens entre 50 et 80 ans, tu vois, cette génération-là, pourrait se mettre à regarder un dessin animé de poésie iranienne. Ça serait incroyable, avec Rumi dedans. Exactement. Oh là là. Et tu vois, et en fait, cette niche, c'est une niche à qui tu peux demander beaucoup plus d'argent qu'un enfant. Tu peux faire un business model très différent. Tu peux faire des livres de poésie édités, machin. Je vais te donner un exemple de business model que les gens ne voient pas venir et qu'une amie m'a donné. Supposons qu'il y a un dessin animé sur lequel je travaille, c'est pour créer l'identité phénicienne. Donc les Libanais, quand tu leur dis qu'ils sont arabes, ils disent non, je suis phénicien. Alors tous les abrutis disent ah non, ils sont arabes et tout. Alors petit moment d'histoire, le qualificatif d'arabe par l'Angleterre, c'est un qualificatif colonial qui est arrivé dans une région qu'on ne comprend pas. Laurence d'Arabie a été pote avec le roi d'Arabie Saoudite et il a dit tout ça, c'est le monde arabe. Mais non, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir être arabe ou pas arabe. Les Libanais sont des Lévantins, ils ont une partie de leur culture qui est arabe, une partie de leur langue est arabophone, mais leur culture est bien plus large que ça. Et moi, quand j'étais petit, ma mère disait toujours, on n'est pas arabe, on est phénicien. Et tous les Libanais disent ça, mais sans avoir vraiment de force culturelle derrière. Parce que si tu demandes à un Libanais, ça ressemble à quoi un Phénicien, il n'en sait rien. Aucune idée. Un Français, s'il dit je suis gaulois, il pense à Astérix et Obélix. Ouais, c'est clair. Pourtant, c'est pas des vrais Gaulois. Ouais. Hugues Herzog, il a créé l'identité gauloise, qui est un reflet de la France moderne, pour convoquer une sorte d'histoire légendaire de petits peuples résistants toujours à l'envahisseur. Puisqu'en fait, pour les Français, ils ne sont pas les Gaulois conquis par César. Ils sont les Gaulois de ce petit village qui a résisté. J'aime bien ça. J'aime bien l'idée d'inventer l'histoire. De donner à un peuple moderne une fierté passée qui a des points réels, mais des points fictifs, et de jouer avec ça. De jouer avec le fait que ce qui est réel, pas réel, historique, pas historique, ne compte pas. Ce qui compte, c'est d'interroger nos limites d'identité moderne, etc. Et j'ai envie de faire ce cadeau au Liban. J'ai envie que le pays qui m'a donné naissance, je lui fasse un cadeau qui est de dire « Vous êtes fiers d'être phénicien, vous êtes fiers de réinventer, voilà ce que je pense est un Phénicien. » Pour moi, un Phénicien, c'est un entrepreneur, parce que c'était des marchands. Voilà. Les Phéniciens ont fait les premières campagnes de pub de l'histoire. Tu sais, ils gravaient sur la pierre « Acheter de bonne qualité, acheter Phénicien ». Et le premier panneau de pub de l'histoire, c'était à l'entrée de la mer Adriatique, où il y avait un panneau énorme sur une montagne creusée
en acheter de qualité, acheter phénicien. C'est le premier panneau publicitaire qu'on connaît. Donc je veux raconter cette histoire de la naissance de la publicité. Je vois déjà l'épisode du mec qui dit alors là on va mettre un panneau. Vous avez les gens qui passent en bateau, ils disent qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il y a troisième caractéristique qui m'intéresse, c'est qu'en fait, comme les Phéniciens se sont baladés dans toute la Méditerranée, et c'est un peu les Vikings, parce que les Vikings c'est un peuple voyageur, eux aussi c'était un peuple voyageur, j'ai envie de raconter leur rencontre avec l'Afrique du Nord, leur rencontre avec Marseille, et en fait le Marseille, c'est la cité phocéenne, Marseille, c'est une cité phénicienne en fait. Phocéenne, phénicienne, et oui, c'est un port phénicien à la base. Et c'est comme ça qu'ils ont rencontré les Gaulois. Donc je veux pouvoir réinterroger Marseille moderne par les Phéniciens anciens, mélanger tout ça avec un dialogue un peu, tu vois. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de pouvoir dire aux Libanais, vous avez une raison d'être fiers de votre histoire, vous avez une raison d'être fiers de ce peuple antique que personne connaît et qu'on va rendre mondialement célèbre. Et vous allez soutenir ce truc-là. Et moi, je crois beaucoup au fait que les 20 millions de Libanais à travers le monde vont commencer à acheter des t-shirts, des machins. Et mon idée, c'est que le fait que le monde de l'entertainment soit obsédé par vendre des droits à Netflix, machin, c'est parce que le monde de l'entertainment est un monde de prostituées. Ils sont tous là à quémander. S'il te plaît, donne-moi de l'argent pour un film. Non, on va créer des business, on va créer de la culture. On va créer des choses où les gens vont pouvoir gagner de l'argent en vendant des objets, des visites, du tourisme, etc. Quand tu vois comment ça a changé de tourisme au Japon, les mangas, il n'y a pas de raison que le gouvernement libanais ne se dise pas, tiens, on va soutenir ce dessin animé parce qu'il va nous ramener de l'argent, il va nous ramener des devises, ils en ont besoin en ce moment. Tu peux imaginer un épisode sur les cryptos en partenariat avec Swissborg. Tu vois, en fait, tu peux imaginer plein de choses. Et il faut faire sortir le monde du dessin animé du monde du dessin animé. Il faut que le dessin animé ait lieu dans le dessin animé, en dehors du dessin animé, et que la frontière soit continue, en fait. Donc c'est ça le projet. Comme projet. Ouais, je suis très en plus, excité. ça peut vraiment... L'impact que ça peut avoir sur le Liban, ça peut être vraiment incroyable. Ça peut être dingue. Pas seulement sur les locaux, mais comme tu dis, sur Exactement. le tourisme, sur Exactement. les Marseillais qui vont se dire « Ah, on n'est peut-être pas si différents, etc. etc. » Et moi, je crois beaucoup qu'avec le storytelling, tu peux faire la paix dans le monde. Pas au sens... évidemment, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours... Mais je pense que tu peux amener les gens à regarder un film, regarder un truc et faire changer quelque chose profondément en eux. Tu vois. Et j'ai envie de travailler. Par exemple, il y a des sujets très sensibles qui sont indiscutables, je trouve, en débat. Les génocides. Par exemple, aux US, le génocide amérindien. Ouais. Sujet, tu peux pas en parler. Ouais. C'est pas... Je suis sûr qu'une nouvelle Pocahontas pourrait en parler. Ouais. Je suis sûr que tu pourrais hacker les enfants. Tu pourrais créer chez les enfants l'envie d'avoir une réparation de justice sur ce sujet-là. Et pas réparation... Le mal qui a été fait a été fait... moi, quand j'étais petit, l'armée israélienne, la guerre au Liban a eu des conséquences sur ma famille. Mais mes frères, ils me disaient toujours la même chose. Ils me disaient, on va pas en vouloir. Pourquoi il faudra en vouloir aux Israéliens, en fait? C'est fini. C'est pas eux. Leurs parents étaient des cons, nos parents étaient des cons, et puis ils se sont tués. Et nous, on va faire quoi? On va les tuer leurs enfants? Pourquoi? Ouais, c'est clair. En plus, leur fille est jolie. Ouais. C'était la blague préférée de mon frère aîné. Il disait, en plus, les filles juives, elles sont trop belles. On va quand même pas se les mettre à dos. On sait jamais. C'est vrai que la vie. Et en fait, il faut créer de l'amour là où avant il y avait de la haine. Et moi, je crois pas, tu vois, par exemple, aux US, des fois, tu as ces mouvements noirs qui veulent des réparations. Machin. Qu'est-ce que tu veux réparer? Il n'y a rien à réparer. Par contre, comprendre pour ne pas reproduire, comprendre pour ne pas nier, ça, c'est important. Ça, c'est super important. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais que c'est un peu une tangente, mais tu connais la chanson « Le premier Gao n'est pas Gao ». Ouais, bien sûr. Ouais. Et ben, tu sais que c'est lyrique, tu sais que ça veut dire Non. en ivoirien, ça veut dire le premier Gao n'est pas Gao, ça veut dire le premier gars n'est pas forcément le gars bête. Ouais. Le deuxième Gao qui est Nyatao. Ouais. Et le deuxième gars qui reproduit la même erreur est celui qui est bête. Ah. Donc déjà, Gao. Tu savais cette chanson? C'est un système de l'époque. Elle est donc c'est incroyable, exactement ce que tu dis, tu vois, c'est à partir du moment où on arrive à apprendre de nos erreurs
et qu'on ne reproduit pas la même erreur, c'est le plus important, quoi. Et je suis 100% d'accord avec toi. Hein. Bah, d'ailleurs, il y a ce cycle en ce moment aux États-Unis, ils font revenir beaucoup de films sur le génocide qui sont super pour l'éducation, pour que les gens ils arrivent à comprendre quelles sont les misères que nous avons créées en tant que peuple. Mais après, ça va créer aussi des côtés politiques, du backlash, et puis du bon storytelling, comme tu dis. Ça, je pense que tu peux... on peut... Je peux te raconter... tu vois, c'est qui Trevor Noah? Bien sûr, le comédien. Ouais, le comédien. Moi, j'ai un amour infini pour lui. Ah, il est incroyable, ce gars. Et il raconte une histoire qui m'a beaucoup fait réfléchir. Parce qu'il raconte l'histoire de quand est-ce qu'il a décidé de devenir comédien et faire rire les gens. Il a 8 ans. Et il est amené par son grand-père à une manifestation pour le droit des Noirs. C'est hyper violent, les gens sont tendus, les flics commencent à arriver. Et il dit, j'ai 8 ans et je commence à avoir peur, parce que je sens dans l'air que ça va partir en vrille. Et il y a son grand-père qui regarde un policier sur un cheval. Il avait à l'époque jamais vu de cheval de sa vie. Il voit un blanc sur un cheval, tu vois. Côté très violent, quoi, dominateur, tu vois. Et le cheval, il vient comme ça, et il pousse les gens et tout. Et son grand-père, il sent que ça va partir en vrille. Et grand-père, il dit, hé, toi là, pourquoi ton président, il a le droit d'embrasser un cheval, mais il n'a pas le droit d'embrasser ma sœur? Et à l'époque, la semaine d'avant, la Sud-Afrique avait gagné le derby d'Angleterre. Et le président du Sud-Afrique était tellement heureux qu'il avait fait un bisou au cheval. Et ce bisou était en une des newspapers. Et au même moment, il y a une loi qui était passée qui disait que si un blanc faisait un bisou à une femme noire, ou l'inverse, un homme noir fait un bisou à une femme blanche dans la rue, c'est de la prison à vie. Mais non. Ouais. Et donc il lui regarde et dit, pourquoi ton président, il peut embrasser un cheval, mais il ne peut pas embrasser ma sœur? Et le flic, il dit, I don't know. C'est parce que tu sais pas à quoi ressemble ma sœur. Et là, le flic explose de rire. Toute la foule explose de rire. Le niveau de tension descend. Et Trevor Noah dit, à ce moment-là, mon grand-père a évité une émeute. Parce qu'il a détendu tout le monde. Et Trevor Noah dit, il est rentré chez lui, il a dit, moi, quand je serai grand, je ferai rire les gens. Ah, trop bien. C'est incroyable comme histoire. Hein. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Mais ce qui est drôle, c'est que souvent, les comédiens, cette motivation vient d'un côté très sombre quand même. Bien sûr, toujours. Ça démarre toujours pour éviter... Ouais. Il y a Bill Burr. Tu connais Bill Burr? Ouais, bien sûr. Ouais, Bill Burr, il avait dit un truc l'autre jour sur une de ses... il parlait de sa femme et lui. Et puis, il racontait la différence entre un comédien et un acteur de cinéma. Et il disait qu'en fait, les comédiens, la manière dont ils vont absorber la douleur est très différente que celui d'un acteur ou une actrice. Donc, en gros, l'acteur va vraiment analyser, va rentrer en mode zoom dans le ressenti, etc. et ressentir exactement les émotions de cette personne-là. Alors que le comédien, quand il va voir cette douleur, ça va leur faire basculer du côté de l'humour, en fait. Donc, ils vont rigoler vraiment dans des passages où tout le monde se dit « Mais comment il fait pour rigoler sur un truc aussi triste et sombre, quoi ?» Mais pour eux, c'est la manière dont ils arrivent à expier ça. À expier ça à travers leur pensée. Incroyable. Donc, Moi, j'aime bien l'humour dark, d'ailleurs. Qui n'a pas bonne presse, mais... Les Anglais sont... les Anglais sont forts. Ils envoient. Tu connais le mec, là, comment il s'appelle? Rick Gervais? Ouais, Ricky Gervais, bien sûr. Tu l'as vu, Afterlife? Ah non, j'ai pas vu. Sa femme a un cancer, c'est ça? Ouais. Putain, c'est la série dramatique qui m'a fait le plus rire du monde. Mais non. Ouais. Tu passes ton temps à pleurer et rire en même temps. Mais non. Ah, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Ouais. Il y a des scènes... Il nous avait déjà... Tu sais que c'est lui qui a écrit The Office? Ouais, je sais, je sais. Il nous avait déjà donné un cadeau d'humour grinçant et sarcastique. Je trouve ça fort, moi, les gens qui sont capables de voir la vraie nature humaine. Et de l'aimer. Et de l'aimer. Ouais. Parce que derrière leur eau de javel, en fait, il y a de l'humour, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, c'est ça.
Et je pense que leur sens d'observation et la manière de pouvoir prendre des sujets aussi sensibles et aussi difficiles et pouvoir faire rire les gens, c'est quand même incroyable, quoi. C'est quand même le mec qui s'est mis tout Hollywood à dos avec son discours. Tu sais, il était invité aux Golden Globes. J'adore. Le dernier, il était incroyable. Oh là, le scandale. Ma blague préférée, c'est vrai que les films à Hollywood deviennent très longs. Ouais. Trop longs. D'ailleurs, au dernier film de Leonardo DiCaprio, sa date est devenue trop vieille entre le début et la fin du film. Ouais. Et DiCaprio, il a rigolé un petit peu, mais ensuite, après, t'as vu, il s'est couvert un peu le visage quand même. Ouais. Vite fait, quoi. Il était mal à l'aise. Mais lui, il a un backlash en ce moment sur ce sujet-là. Ah ouais? T'as vu ou pas? Non. Bah, je sais pas, sa nouvelle petite amie a 20 ans. Ah oui, et lui, ça j'ai vu. Il en a 50 et quelques. Et les gens sont en mode scandalisés. Et c'est marrant, je vais dire une dinguerie, mais je la pense vraiment. Je pense que les gens se trompent de combat. Moi, je pense que ce qui est grave, c'est pas que Caprio se tape des nanas de 19 ans, parce que moi, j'aurais 19 ans, franchement, DiCaprio, je me le tape quand il veut. On va pas se mentir. Il est riche, il est beau, il est tout ce que tu veux. Le vrai drame, c'est qu'il y a moins d'hommes qui veulent se taper Monica Bellucci. D'ailleurs, je passe l'annonce officielle. Si Monica Bellucci veut m'inviter à dîner, moi, je suis pour à 200%. Je rêverais de dîner avec cette femme. Mais en fait, la vraie égalité, c'est pas que DiCaprio ne puisse plus se taper une nana de 19 ans. C'est que Bellucci puisse se taper des garçons de 19 ans en temps. D'ailleurs, peut-être qu'elle s'en tape, en fait, j'en sais rien. Elle en particulier, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais, c'est qu'il y a la vraie inégalité, elle est là. Ouais, et souvent, les gens se trompent de combat. Il faut pas lutter contre les... Par exemple, le but, c'est pas que les gens riches deviennent pauvres, c'est que tous les gens pauvres deviennent plus riches. Alors que tout le monde est obsédé par il a un jet, ta gueule, en fait, on s'en fout. Si Bernard Arnault rentre son jet, tu seras pas plus riche. Hein. Non, moi c'est clair, plus, c'est clair. Par contre, si j'ai un peu plus d'argent, machin, on sera tous plus riches, en fait. Ouais. C'est vrai que Monica Bellucci, d'ailleurs, tu parles de Monica Bellucci, tu sais que mon premier job de stagiaire était au festival de Cannes. Ah ouais? Ouais, à l'âge de 15 ans, parce qu'on venait d'emménager des États-Unis, ça faisait 5 ans que je vivais en France avec mon frère, et puis on était bilingues déjà, donc du coup, à l'époque, surtout, tu peux imaginer dans les années 90, ça valait beaucoup d'argent. Pas beaucoup de bilingues à Cannes, quoi. Et je me rappelais toujours quand mon premier job, c'était d'ouvrir en fait les voitures et de leur expliquer où c'est qu'il y avait la salle de conférence, etc., pour les questions avant de diffuser le film. Et Monica Bellucci, je me rappelle, j'avais ouvert la porte, j'avais mes petits gants blancs et tout en satin. Et j'ai ouvert la porte, elle est sortie, je crois que j'allais tomber dans les pommes, quoi. Ah ouais? Parce que là, on parle de 95, quoi. Ouais. Même maintenant, comme tu dis, un dîner avec grand plaisir. Ouais. Mais elle est sortie de la voiture, je sais pas, j'avais la tête qui tournait, j'étais mal à l'aise. Je me disais, c'est par là. Ah non, c'est par là. J'arrivais même plus à trouver les directions. Ah, c'était incroyable, c'était vraiment cool le festival de Cannes. Ouais, j'ai revu un film avec elle récemment, c'est pour ça que je pense à elle. Et je me suis dit, putain, comment elle est trop belle. Oh là là. Vincent, elle était avec Vincent Cassel? Un moment, ouais. Vincent Cassel, ouais. Bah lui, il a un sacré track record de femmes incroyables. Ouais. Mais ouais, les gens aiment les polémiques pour rien, quoi. Ouais, c'est clair, il y a trop de prises de choses. Mais moi, j'aimerais beaucoup voir un de tes dessins animés un jour, j'espère, au Festival de Cannes. D'ailleurs, ça serait cool. D'ailleurs, tu sais que le premier dessin animé là, sur lequel on travaille, en fait, c'est... j'essaie d'en faire 5 dans ce que j'appelle la première arc de la boîte. J'essaie d'en produire 5, et il y en a un qui est signé, là, avec le premier réalisateur. Et cette histoire, c'est une histoire crypto cachée. Mais non. En fait, notre but, c'est d'éduquer aux crypto sans parler de crypto. L'histoire, c'est un monde dans lequel les chats du haut ont des super pouvoirs parce que ils contrôlent l'or, le poisson et le pétrole. Et ça leur confère des super pouvoirs. Tu vois, ils peuvent taper des trucs, ils sont super forts. C'est des dieux sur Terre parce qu'ils contrôlent ça. Et il y a un chat du bas, pas le bas du bas, mais un chat moyen, tu vois, qui découvre un fragment décentralisé qui lui donne les mêmes pouvoirs que là-haut. Mais non. Donc les chats du haut veulent buter ce chat pour reprendre le pouvoir, et surtout ils sont en quête de tous les fragments pour empêcher cette décentralisation, parce que c'est un impact contre leur pouvoir. Puis on va comprendre 2 choses. On va comprendre que décentralisation totale, c'est compliqué,
centralisation totale, c'est compliqué. Et puis, il va se passer des choses entre eux. Et mon idée, en fait, c'est de raconter une histoire crypto sans jamais utiliser le mot crypto. Mais que tout le monde comprenne les concepts, tu vois, de façon... et pas chiante, hein, en fait, avec de l'aventure, avec de l'humour, avec un monde... En plus, imagine, tu sais, les chats, ça grimpe. Donc on imagine des architectures, tu sais, où les gens peuvent se déplacer comme ça dans des villes géantes avec des pyramides. Et... Puis comme les chats, c'est très égyptien, les dieux du haut, tu vois, c'est les dieux chats, Bastek, le dieu chat, qui dirige ce monde de chats. Trop bien. Donc ça va être drôle. Trop bien. Et je pense que la culture dégène des chats, plus crypto, plus machin, tu vois, tu peux créer une niche de gens qui deviennent très, très, très dégènes. Et donc, peut-être vendre des NFT, peut-être machin. Mais le problème des NFT, c'était quoi? C'est que les NFT vendaient, faisaient de l'argent, et après, ils trouvaient des excuses. Ils disaient, bon, alors comment on fait maintenant? Ouais, c'est clair. Alors que là, on veut créer un monde où le jour où on lance les NFT, les gens sont tellement fans du monde que acheter ces NFT, ça leur fait plaisir dans leur cœur, quoi. Parce qu'ils ont une vraie relation avec cette histoire. Ah, c'est trop bien ça, c'est trop bien. Et surtout de faire ça à travers des chats, les animaux. Moi j'ai toujours vu, il y a eu le film, je crois que ça s'appelait Pets, il y a eu un, le 2, peut-être le 3. Il est génial, Pets. Génial, ma fille, elle était à fond dedans. Et je pense que de créer ce genre de personnage à travers des animaux domestiques comme ça, ça peut faire passer un joli message, quoi. Ouais, il y aura des chats et des capybaras. Mais non. Tu connais capybara? Capybara, j'ai entendu parler. C'est le mème le plus courant sur TikTok d'animaux. Capybara, tape hashtag capybara. Ah oui. Capybara. Avec des voix assez, assez aiguës. Exactement. Je me rappelle, ouais. Et c'est des espèces de gros ratons. C'est ça. Qui sont amis avec tous les animaux. C'est ça. Ils se baladent sur le dos des crocodiles. Enfin, c'est assez drôle. Ah, j'avais vu ça. D'ailleurs, c'est passé sur Instagram aussi, je pense. C'est viral partout. Instagram, c'est viral partout, ça. C'est fou, ça, le viral marketing. Le viral marketing, c'est vraiment cool. Vous, la source première de clients dans votre exchange, c'est où? Niveau fortune, sur le dépôt moyen, c'est la Suisse. Ouais. Donc, je pense que les Suisses, ils ont tendance à à investir un petit peu plus que, bien évidemment, il y a plus de fortune en Suisse. Ensuite, au niveau du nombre d'utilisateurs, c'est la France. Et il y a l'Angleterre juste après. D'accord. Ensuite, donc vous êtes vraiment dans ce triangle Suisse, France, Angleterre. C'est ça, c'est exactement ça. Et vous avez un Swissborg au Japon, où j'ai rêvé? On avait un Swissborg Japon à l'époque. D'accord. Mais on a abandonné, on voulait prendre une licence ici, la VCE, la licence, mais c'était trop compliqué. Donc du coup, moi j'étais rapatrié en Angleterre, à Londres. Okay. Et ça, c'était super cool, quoi, de passer de Londres. Et puis dès que j'ai fini ma mission, Dubaï, on s'est retrouvé à Dubaï. Et alors, la vie à Dubaï? La vie à Dubaï est super. Écoute, pour tous ceux qui regardent de l'extérieur, je sais qu'il y a des stéréotypes en disant que voilà, c'est pour les criminels, c'est pour tout ce qui est blanchissement d'argent, etc. Mais ça a tellement changé depuis ces années-là, quoi. Enfin, moi, je me rappelle, j'étais parti à Dubaï il y a 3 ans de ça et je suis revenu août dernier. Et franchement, la qualité de personnes, enfin, que ce soit chirurgien, que ce soit sportif, que ce soit entrepreneur, ingénieur, il y a tout, non, à Dubaï. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'ai l'impression de vivre dans une utopie. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression de vivre dans une utopie. Il y a un truc, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau, c'est exactement ça. Et c'est tellement, je veux dire, on est tellement à l'abri, il y a tellement de sécurité, c'est tellement propre. C'est incroyable. Comme tu dis, j'espère que ça va tenir. Ouais, je pense que ça restera comme ça pendant... Difficile à dire. Tout est question de cycle. Ouais. Quelle est la durée de ce cycle? C'est ça. Est-ce que c'est à la mort du roi actuel de Dubaï ou est-ce que c'est à la mort de son fils la fin du cycle? Je leur souhaite aux deux de vivre longtemps. C'est clair. Je touche du bois. Ils ont fait un... D'ailleurs, lui, c'est l'entrepreneur le plus méconnu du monde. Hein. Ah ouais? Bah oui. Qu'est-ce que c'est Dubaï si c'est pas une start-up? Ouais, c'est une start-up. Ouais. Pas de ressources naturelles, création de valeur hors du commun, alignement d'intérêts extraordinaire, management assez consensuel. Parce que tout le monde imagine que c'est un truc... Non, c'est très consensuel, Dubaï. 100%.
Ouais. Vous avez commencé à demander une licence là-bas ou pas? On va s'y mettre. On est en train d'évaluer un peu la différence entre Bahreïn, et Dubaï, et Abu Dhabi et DJM. Donc on doit vraiment trouver quel est le... Parce que ce qui est incroyable, Abu Dhabi, Dubaï, quand tu leur parles là, aux autorités de régulation, tu parles à des business guys. C'est clair, mais c'est clair. Ouais. Mais d'ailleurs, tu sais, c'est drôle que tu dis ça, Oussama, parce que la première fois que j'étais... quand je venais d'arriver à Dubaï au mois d'août, je me suis dit, pourquoi les gens sont si flexibles? Pour tous ceux qui regardent, je ne sais pas si tu as vu, mais maintenant, pour l'alcool, il n'y a plus de taxes sur l'alcool. Ils ont supprimé les taxes sur l'alcool. Mais ouais. c'est quand même ouf. Enfin, un pays musulman qui supprime les taxes, ça montre quand même une flexibilité, une ouverture d'esprit qui est quand même J'ai l'impression incroyable. que leur modèle, c'est Cordoue, Xe siècle, qui est l'âge d'or de l'islam. Et c'était un âge d'hypertolérance, en fait. Hypertolérance, ouais. Mais quand je retourne en France, par exemple, quand je vais voir les amis à Paris, toi tu connais Paris extrêmement bien. Là c'est trop dur. C'est dur. En fait, j'ai l'impression que la France, c'est un pays plus politique et artistique, plutôt qu'un... Bien évidemment, il y a du business aussi, mais je pense que le business vient en fait qu'il y a des Français qui savent construire, des bons ingénieurs, etc. Mais je pense qu'il manque quand même un acumen au niveau du business. Ouais. Moi, je sais que... toi, tu sais sûrement mieux que moi, en fait, Oussama, mais je sais que tous mes amis qui ont fait Sciences Po, dans les fin 90, début 2000, il n'y avait quasiment aucun cours sur le business. Hein. Non, bah non. C'était politique, un peu d'économie, macro, micro, mais il y avait aucun cours sur le business. Alors, comment tu fais pour faire ce genre d'études? Et comme tu dis, ton pays, c'est un peu comme un... c'est peut-être pas une start-up, mais... Ça devrait, ça devrait. Mais c'est un... En plus, là, la France, moi, je suis hyper inquiet, quoi. Genre... T'as vu les émeutes, là? Oh, purée. Horrible. Mais c'est quoi cette histoire? Horrible, quoi. Mais il y avait quand même une mauvaise énergie. Hein, il y a une mauvaise énergie, à Paris. Depuis le début de Covid, non? Ça chutait, quoi. Ouais, clairement. Moi, je me suis fait voler mon téléphone, alors que je suis français, quand même. Ouais. J'avais raconté à la gare, le gars m'a poussé à travers le... Je veux dire, je suis pas un Japonais, je suis pas un touriste. Je suis pas non plus vieux, donc je peux courir. Ouais, rien à foutre. S'en foutre, quoi. Rien à foutre, quoi. Non, c'est trop dur. C'est trop dur. D'ailleurs, quand tu es tellement brainwashé par Dubaï, tellement en confiance, de reprendre les réflexes de faire attention à toi, c'est hyper dur. J'ai l'impression que c'est comme arrêter le sport et devoir reprendre le sport. C'est x10 la dureté. x10, ouais. Tu te dis, putain, attends, là, il faut que je fasse attention, mon portefeuille, mon sac, mon machin. Enfin, c'est vraiment très, 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 très dur. C'est très, très dur, ouais. Ici au Japon, t'as vu, c'est... mais là, c'est comme Dubaï ici. Comme Dubaï, ouais. Rien à craindre. Rien à craindre, quoi. Mais je comprends pas que... Je comprends pas que la France n'ait pas une passion sur ce problème. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'en plus, quand tu écoutes les politiques en France, grosso modo, tu as l'extrême gauche qui dit les gens sont violents parce qu'ils sont pauvres. Bon, ok, s'ils veulent, pourquoi pas. Et quand tu écoutes l'extrême droite, ils sont violents parce qu'ils sont étrangers. La plupart des jeunes de banlieue, là, déjà, je pense qu'il faudrait prouver qu'ils soient tous étrangers. Après, entre nous, ils sont étrangers de rien du tout. Moi, je suis né à l'étranger. Ces gens-là, tu les renvoies dans leur pays d'origine, mais il n'y a personne dans le pays d'origine qui veut leur parler. Exactement. Donc, il faut qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule en mode que c'est leurs origines et tout. Moi, la plupart des Marocains, Tunisiens, Algériens, nés en Algérie, qui grandissent, qui font des études, qui arrivent en France et qui voient ces jeunes de cité qui se prennent pour des gens du bled, qui ne parlent pas l'arabe, qui ne connaissent pas la culture, qui ne respectent rien, qui ne respectent pas leurs anciens, les gens ils se disent mais tu te fous de ma gueule, enfin, tu n'as aucune leçon à me donner, tu ne sais pas de quoi tu parles en fait. Donc en fait c'est des gens qui ont été rejetés par la France, rejetés par leur pays d'origine, donc en fait ils sont dans une espèce de trou noir horrible et à la fin de la journée, de toute façon, le sujet il est que c'est pas un échec de la politique d'immigration, c'est un échec de la politique éducative française. C'est que les écoles sont pas à la hauteur, c'est évident. Et que les perspectives sont pas à la hauteur, parce que quand tu regardes que ce soit des jeunes français ou étrangers ou machin, ils sont tous dans le même état de violence en fait. Et cette violence, elle vient d'une espèce d'absence d'espoir total. Donc en fait, si tu regardes le problème de la sécurité, c'est d'abord et avant tout un problème de développement économique.
Je dis, à Dubaï, les gens veulent pas parce qu'ils sont tous prospères. Même, on n'arrête pas de dire, il y a des esclaves à Dubaï, machin. Combien quelqu'un qui gagne le SMIC à Paris épargne de son salaire tous les mois pour l'envoyer à l'étranger? Zéro. Zéro. Combien tous les ouvriers indiens là qu'on voit à Dubaï envoient de leur salaire à l'étranger? Ah ouais, moi, quand je leur parle aux conducteurs de chauffeurs de taxi, ils me disent à peu près entre 20 et à peu près 20%. Ce qu'ils me disent quand je leur demande. T'imagines le taux d'épargne? Ouais. C'est incroyable. Et donc, ça veut dire que Dubaï a réussi Même quelque chose. Les Philippins aussi, c'est pareil. Hein. Ça veut dire que Dubaï a réussi quelque chose que les autres n'arrivent pas à réussir. Et en fait, je pense qu'elle est là le point. Le point, c'est que les gens ont besoin de prospérité. Et la France ne produit pas de prospérité. C'est mentalité d'abondance contre mentalité de rareté. C'est l'idée que la France, c'est un gâteau et que si les Arabes, ils ont une part, et ben, le bon petit Français, il n'a pas de part. Au lieu de se dire, ah, vas-y, c'est un couscous, on met tous des trucs, chacun, et là, on va créer d'autres plats ensemble, en fait. Et vraiment, cette philosophie, cette absence de philosophie d'abondance est en train de tuer la France. En train de tuer la France, ouais. C'est trop dur. Et je vois, moi, tu vois, j'ai été dans une école, là, parler, récemment. J'avais des étudiants de 19 ans, 20 ans. C'était quoi leur plus grande qualité intellectuelle? Leur scepticisme. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre d'être sceptique à 20 ans? Ouais, mais ça, c'est pas possible, et ça, c'est pas bien. Mais vos gueules! Ça devient péjoratif, quoi. Ouais, mais ce n'est pas une marque d'intelligence que de croire que tout ce qu'on dit est faux. Parce qu'en fait, supposons que 90% de ce qu'on dit est faux. Ok, très bien. Mais si 10% est vrai que ça change ta vie, bah, t'as plus gagné que le mec qui pense que les 90% sont faux et rate les 10%. 100%. Parce que donc, si t'es 100% sceptique, est-ce que tu vas être opportuniste? Bah non. Bah non. Et c'est pas une qualité, ce scepticisme permanent. C'est pas une qualité, cette critique permanente. C'est pas une histoire de cheesy, de oui-oui, de machin. C'est vraiment une histoire de où on amène les gens. Et à force d'avoir des générations entières de gens... moi, je suis arrivé en France, j'avais 8 ans. Quelque chose comme ça, 7-8 ans. Quand je vais à l'école, la prof, elle dit... Ça va être dur d'avoir un travail, il y a beaucoup de chômage. Que des gamins. Tous rentrent à la maison déprimés. Je dis à ma mère ça. Ouais, elle fait, les chômages, c'est un truc de français. Nous, les Libanais, on s'en fout du chômage. Tu feras du commerce. Mais t'imagines, l'antidote? Ouais, c'est clair. Ma mère n'a pas raison. C'est pas le sujet. Quelle est raison ou tort? C'est qu'elle a créé un antidote mental indestructible. Ouais. Et l'obsession de la vérité, c'est une obsession très mal placée. Parce que quand tu élèves ton enfant, tu veux lui donner... Par exemple, moi, je réfléchis souvent aux croyances fausses que je veux que mon enfant ait. Ouais. Par exemple, que les gentils gagnent à la fin. C'est pas vrai. Il y a des gentils qui gagnent et des gentils qui perdent. 100%. Mais on s'en fout. Tu as besoin de passer 10 ans, 20 ans de ta vie à croire ça pour développer quelque chose et avec l'âge devenir plus subtil. Mais autant que ce soit plus tard. Parce que si j'apprends à mon gosse dès le début qu'il y a que les méchants qui gagnent, je vais donner quoi à l'humanité? Ouais, c'est clair. Donc ce truc de vérité n'a pas de sens en fait. À un moment donné, un message éducatif, un message de pays, un message, ça doit faire partie du rêve. Et si tu demandes aujourd'hui, c'est quoi le rêve français? Bah, bon courage pour le définir. Ouais, c'est clair. Bah justement, on parlait de l'ikigai tout à l'heure. Tu sais que c'est drôle que tu dises ça. Avant de venir, je sais que tu m'avais dit j'aimerais parler du Japon. Et j'étais en train de me dire quel est le super pouvoir de la France par rapport aux Japonais, par exemple, ou aux francophones en général. Parce que je me suis dit, il faut que j'arrive à quelque chose de relatif pour qu'ils arrivent à comprendre un peu ce que je suis en train de dire. Et c'est exactement, sans vraiment le savoir, juste à travers mon instinct, je me suis dit que c'est sûrement exactement ce que tu disais. C'était être sceptique et d'avoir un état d'esprit critique. Enfin, la pensée critique qui est devenue super haute pendant les années 90, 2000. Je me suis dit, ça, c'est peut-être un pouvoir que les Français l'ont naturellement. Le débat aussi, peut-être qu'ils aiment bien débattre. Ils aiment que des trucs de merde. Esprit critique, débat. Qu'est-ce que tu as dit? Esprit critique, débat et scepticisme. La combinaison des trois, c'est recipe for catastrophe. Qu'est-ce que tu veux sortir de positif de ces trois pouvoirs? Ouais, on adore débattre en France. Et alors, qu'est-ce que c'est? Les Suisses, vous débattez?
Non. Voilà. T'as vu comme ça marche, la Suisse? Ouais, c'est clair. Cite-moi un endroit où les gens ont la passion du débat, c'est pas devenu un pays pauvre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je vois pas. En plus, on est fiers de ce truc, de ce triangle en France, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi le résultat de ça? Ok, t'as raison, mais est-ce que t'as gagné? Ouais, c'est vrai. On devrait vivre dans un monde où l'important, c'est de gagner, pas d'avoir raison. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir raison? C'est vraiment... C'est clair. Je veux dire, d'ailleurs, les Américains, les Américains, c'est un pays très marrant parce que les Américains sont en permanence dans un monde quantique où ils sont français et américains à la fois. Je sais pas si... D'ailleurs, je crois que ça vient de leur histoire parce qu'on les a un peu avec Lafayette, tout ça. On a vu un peu d'esprit français aux US. Mais les US, quand ils deviennent français, c'est un pays horrible. Tous les sujets où ils sont divisés, par exemple, là en ce moment, gender. Mais aux US, les histoires de gender, là, tu ne peux plus vivre. Enfin, ils sont en train de devenir fous. Ouais, ils sont en train de devenir fous. Le woke culture. Ouais, woke culture est en train de faire. Mais d'ailleurs, c'est déjà, ils ont aussi maintenant ça en Angleterre, à Londres, en Australie, Canada. En France, pas trop. Non, encore, je pense qu'en France, on que va... Dieu merci. Dieu merci, ouais, j'espère que ça n'arrivera pas. Les gens, ils vont s'en... Mais t'imagines? Ouais. Et ça, c'est le truc français, c'est que les US, quand ils se mettent en mode esprit critique, débat, machin, ils deviennent fous. Et tous les sujets où ce triptyque, tu vois, la politique, l'immigration, le racisme et tout aux US, c'est des sujets, tu ne peux pas résoudre le problème chez eux. Un bon exemple, le système de santé américain. Les Américains ont résolu tous les problèmes du monde que personne ne sait résoudre, mais sont incapables de résoudre le problème que tout le monde a résolu. Je veux dire, au Japon, il n'y a personne qui meurt parce qu'il a un cancer. Enfin, personne qui se ruine, pardon. Il n'y a personne qui se ruine parce qu'il a un cancer. Ouais. Aux US, tu perds ta maison, ta vie, ta famille. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est le pays le plus riche du monde. Mais non, il faut que ça coûte 10 fois plus cher. Et parce qu'il y a du putain de débat. Tu ne peux pas mettre deux Américains sur ce sujet et pas les faire se déchirer. Et tous les sujets où il n'y a pas de débat aux US, genre le business, l'économie, la tech, ça file. C'est fou, hein. Mais tu sais qu'il y a, justement, j'ai vu un discours de Ray Dalio, je retourne un peu sur Ray Dalio, mais on lui a posé la question, quand on parle de l'ordre du monde, du World Order et du New World Order, pour ceux qui ne connaissent pas ce concept-là, c'est quand la première puissance économique change de position. Ouais. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, l'Empire britannique et ensuite les États-Unis. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Si les États-Unis risquent de perdre ce statut contre la Chine, par exemple, on sait que ça va arriver éventuellement, c'est des cycles, comme tu disais tout à l'heure. Comment les États-Unis pourraient justement éviter que ça arrive trop rapidement. Et Ray Dalio, il a dit un truc, il a fait... Moi, je crois qu'il faudrait qu'au niveau politique, on arrive enfin à créer un côté bipartisan. Et tout le monde était mort de rire parce que les démocrates et les républicains, ils peuvent pas. Mais regarde, la politique américaine n'a jamais été aussi divisée. Elle n'a jamais été aussi divisée. Ils peuvent plus se voir. Ils peuvent plus se parler. Mais t'imagines créer deux équipes comme ça, forcément. Mais bien sûr. C'est créé à la base pour du conflit. Quoi. Ouais, exactement. Mais tu sais, le super pouvoir japonais, juste pour te donner un peu ce que je disais, on en parlait du super pouvoir des Français, etc. Mais j'ai demandé à quelques potes avant de venir te voir ici ce soir. D'ailleurs, c'est super cool d'avoir le Tokyo le soir comme ça, c'est magnifique. Et j'ai demandé à quelques potes, pour toi, c'est quoi le super pouvoir des Japonais? Et il m'a dit en anglais, care. Mais care en français, c'est se soucier, ça peut être pris se soucier. Mais pas dans le sens... de toute façon, on dit care en français. Hein, care, pour dire... On peut dire care. Ouais, le care, ouais. Et le care, ce qui est vraiment puissant, en fait, de cet atout, c'est que tu cares des personnes. Donc, hospitalité, service, etc. Mais aussi, tu vas care sur tes produits, sur tes services, sur le sport que tu vas faire, sur la pizza que tu vas, sur le croissant, sur le pain au chocolat. Et donc, cette base de care va ensuite s'engendrer dans quelqu'un d'extrêmement précis et extrêmement intentionné, en fait, dans tout ce qu'on fait. Et je pense que c'est vrai que c'est super pouvoir, hein, le care, je pense. Parce que ça se lie à l'hospitality, ça se lie à tellement de différents verticaux. Ça explique pourquoi j'aime tellement venir ici. Parce que j'aime comme ils prennent soin de moi à chaque fois que je viens. C'est clair. Ouais. C'est fou, hein. C'est fou. Hein. Franchement, le service ici, c'est incroyable, quoi. Écoute, sur ces belles paroles, je veux juste vous donner un conseil.
Take care. Take care, guys. Merci. Merci plus fort.